Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission, aujourd'hui dédiée à l'un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Sorti en 2017 sur la Nintendo Switch, ce jeu a marqué un tournant dans sa franchise et dans l'histoire des jeux vidéo en général. Il a rapidement conquis le cœur des joueurs grâce à un monde ouvert où la nature s'élève dans toute sa splendeur, où les ruines anciennes racontent des histoires perdues dans le temps et où les dangers les plus mortels rôdent dans l'ombre. Nous aborderons aussi sa suite très attendue qui sort dans quelques jours, Tears of the Kingdom, en vous exposant nos attentes et nos envies sur cette aventure qui s'annonce passionnante. Alors installez-vous confortablement au coin du feu avec nous, nous allons redécouvrir ensemble The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et pour la 3e émission de suite, c'est une première dans l'histoire de ce podcast, nous allons parler encore d'un jeu vidéo, et cette fois-ci, il s'agira de Zelda. Wivo, comment tu vas ? Parfait, c'est bien de faire une série de jeux vidéo, c'est vrai qu'on n'arrête pas. Mais c'est clair, mais c'est le pur hasard en plus, c'est ce que je me suis fait la remarque là en préparant l'émission. Je me suis dit, c'est vrai. Après, on en a fait. Hein. Ouais, Après c'était cinéma jeux vidéo, on va dire. Alors que là, c'est vraiment pur jeu vidéo. Là, oui, pour le coup, c'est ça. C'est qu'on a fait du coup donc The Last of Us par rapport à la série. On a fait Mario par rapport au film. Et là, on va vous faire Zelda grâce à la sortie dans 12 jours, au moment où on poste l'émission. C'est fou. 12 jours, Zelda Tears of the Kingdom sort sur Nintendo Switch et pour l'occasion, ça fait longtemps pareil qu'on voulait parler de Zelda Breath of the Wild, c'est un jeu qui nous a complètement retourné le cerveau à l'époque, mais on n'avait pas forcément d'occasion, et puis là on s'est dit Zelda Tears of the Kingdom, il n'y aura pas de test ou quoi sur notre chaîne, très rapidement parce que moi je vais y passer des heures et des heures si c'est comme le 1 bien sûr. Du coup, je sais même pas quand c'est que je vais terminer ce jeu. Toi qui mets encore plus de temps à finir les jeux vidéo que moi, toi tu l'as fini dans 10 ans peut-être. C'est possible. Non, ça va être fou. Moi je suis tellement impatient et j'ai du mal à réaliser même parce que le 1 a tellement été un moment important même pour le jeu vidéo au global. Je me dis, là, on arrive au 2e. Alors, ça se trouve, ça va être un peu la douche froide, la déception totale, ça arrive souvent. DLC. Je m'attends à un DLC pour l'instant. Un Zelda 1.5, il y en a plein qui... Mais du coup, on va reparler un peu de tout ça. On va revenir vraiment, donc pas sur toute la licence, parce qu'on va vous décrire un peu notre histoire avec Zelda, et vous verrez qu'on n'est pas des inconditionnels qui ont fait tous les épisodes. C'est clair. Mais du coup, Breath of the Wild, on va revenir en détail dessus, et puis on va vous amener un peu toutes nos théories pour Tears of the Kingdom, les choses aussi qu'on aimerait voir, qui nous feraient rêver, ou les choses qu'on veut plus du tout voir. Quoi. Breath of the Wild, on va bien lui trouver des petits défauts. Il faut. Cette émission est là pour ça. On est là pour critiquer les œuvres, donc vous allez voir. Pas du tout. Même le cracher dessus sur ce jeu. En fait, on a détesté. On est les seuls. On est les seuls à avoir détesté ce jeu. Non, il y a des gens qui sont passés totalement à côté de Zelda Breath of the Wild. Il y en a que tout simplement le jeu n'a pas pris sur eux. Mais il y en a aussi qui étaient fans des anciens Zelda et qui du coup, celui-là a pris des risques en changeant totalement la formule. Et du coup, il y a des gens qui ont bien aimé le jeu, mais qui pour eux, ce n'est pas un vrai Zelda. On l'entend dans toutes les licences, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, ce n'est pas vraiment du Star Wars. C'est un bon film de science-fiction, mais ce n'est pas un Star Wars. Le commentaire de puriste. C'est un bon jeu open world, mais c'est pas un Zelda. Mais bref, on va commencer par le commencement, comme on fait dans chaque émission, pour chaque sujet qu'on traite. Quelle est notre histoire avec la licence ? Donc attention, pas avec le jeu Breath of the Wild, on le fera juste après. Mais quelle est ton histoire avec la licence Zelda ? Ça va être très rapide. Je n'en ai aucune. Voilà, allez, à vous les studios. Et sérieux ? Sérieux, je savais même pas, j'ai pas voulu te poser la question avant l'émission. Non. T'as rien du tout ? J'exagère un petit peu, mais c'est vrai. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission précédente là, sur Mario. Moi, j'ai été vraiment, quand j'étais plus jeune, emporté par la licence Mario. Et j'ai pas tout poncé. On va dire que j'ai joué à tous les jeux Mario. Alors que Zelda, j'en ai joué aucun.
À part, mais non, moi même pas dans mon enfance. Non, j'en ai joué aucun. Il y a juste Wind Et c'est Waker. même dommage parce que du coup, on en parlait dans l'émission Mario, Oui. que tu as eu la chance de vivre un peu la révolution Mario 64. Mhm. Mais par contre, il faut se dire que 6 mois plus tard, après Mario 64, il y avait Zelda Ocarina of Time qui est sorti. Mais Tu oui. dis, en 6 mois, les Mais mecs oui. sur Nintendo, ils ont mangé, mais. Et je l'ai- moi, comme je vous avais dit, j'ai pas vécu la sortie de Mario 64, mais pas du tout non plus Zelda Ocarina of Time. Mais toi, t'aurais pu, du coup, J'aurais t'aurais pu, mais non. Mais ça m'attirait pas à l'époque. Ça m'attirait pas du tout. Parce que je connaissais le personnage. Ouais, voilà, ouais. Donc je le connaissais, il était culte. Même, de toute façon, tu le voyais d'ailleurs dans les jeux Mario Kart, par exemple, il était présent, Link était présent. Mais du coup, ça m'a jamais attiré. Il y a eu un petit moment avec Wind Waker, avec ce côté un peu cartoonesque. Le design un petit peu cartoonesque. Un cel shading, là, oui. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Un peu avec un style open world d'ailleurs, il me semble, où tu pouvais te balader en bateau et tout. Je sais ouais, c'est ça, avec plein de petites îles et tu pouvais aller avec un bateau d'île en île. Ouais. Et je trouvais ça plutôt cool, mais pourtant, je l'ai testé, mais je suis pas allé plus loin que ça. Et c'est que récemment, en fait, c'est après Breath of the Wild que j'ai fait Link Awakening, le remake qui est sorti sur Switch, là. Que j'ai kiffé en plus, que j'ai vraiment kiffé. Ouais. Mais sinon, à part Breath of the Wild et celui-là, et Hyrule Warrior que j'ai un peu survolé, parce que j'aime bien. Hyrule Warrior. Hyrule Warrior. Hyrule Warrior. C'est un nouvel accent. C'est ça. Mais lui, pareil. Lui, il n'existait pas à l'époque, hein, mais pourtant, là, un jeu Musou que j'aime bien à la base, je l'ai survolé aussi. Donc c'est vrai que, à part Breath of the Wild, on va dire que moi, je suis passé à côté totalement de la licence. Pourtant, c'est pas que je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que Mario a pris trop de place. Oui, voilà. Le petit plombier était plus magique pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, j'ai fait aucun jeu. Voilà, même pas Ocarina of Time. Donc voilà, voilà. Moi, c'est assez marrant mon histoire parce que moi, comme je l'avais dit dans l'émission Mario, c'est que moi j'avais un papa qui avait une Sega, une Master System 2. Du coup, on était plus du côté de Sonic, tout ça. Ouais. Mais je me rappelle d'un jeu sur Master System. Alors, je pourrais même pas vous citer le nom. C'est un jeu Aztec et c'était clairement une copie de Zelda. Je m'en suis rendu compte par la suite, mais c'est un jeu que j'aimais bien du coup parce que c'est vraiment le gameplay de Zelda, sauf que c'est pas les mêmes décors. C'était un mec avec un pancho jaune, je me rappelle. Mais pareil, il avait une épée, donc les Zelda, en 2D, hein, tu vois, c'était vraiment ça. Ouais. Et c'est un jeu que j'aimais bien, mais impossible de remettre la main sur ce jeu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc s'il y a des gens qui connaissent, ça dit quelque chose sur Master System 2, un jeu avec un Aztec avec le gameplay de Zelda. Voilà, vous me dites. Mais sinon, moi j'ai commencé les Zelda assez jeune finalement sur Game Boy Color, je crois, ou Pocket, je sais plus exactement. Mais c'était les deux jeux Oracle of Season et Oracle of Age. Donc c'était Namco, je crois, qui avait sorti ces jeux. C'est même pas Nintendo, c'était en partenariat. Et alors j'ai joué à un des deux, mais impossible de me souvenir lequel. En gros, Oracle of Age, ça jouait un peu avec la temporalité. T'as deux temporalités différentes, je dis un au hasard, mais c'était 30 ans avant et 30 ans après. Okay. Et du coup, par exemple, tu plantais un arbre, t'allais 30 ans dans le futur, l'arbre il était poussé. Ça, c'est des délires comme ça, tu vois. C'est ça. Donc t'avais la même map, sauf qu'il y avait deux temporalités qui permettaient de voilà. Tu parlais à un mec, à un enfant, et puis tu parlais 30 ans plus tard, il était adulte. Enfin, tu vois, il y avait des délires comme ça qui étaient assez cool. Et Oracle of Season, là, tu jouais avec les saisons. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un lac que tu pouvais pas traverser, hop, tu switches en hiver, et là, il est glacé, donc tu peux passer dessus, tu vois. C'était que des énigmes un peu comme ça. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était vraiment un jeu qui m'avait beaucoup plu. Et donc, Zelda était rentré, je suis rentré dans Zelda grâce à ça, parce que les consoles de salon et tout, moi, je n'ai rien eu de Nintendo. Donc, tous les premiers Zelda, tout ça, j'ai rien eu. Et... justement, Zelda Wind Waker, pareil, j'avais pas de... C'est au moment où il est sorti sur Wii U, en remake HD, je sais pas pourquoi, pareil, il m'a charmé niveau graphisme, et j'avais regardé un let's play. J'avais regardé peut-être la moitié du jeu en let's play, mais je me suis dit, en fait, j'avais arrêté, je me dis, non, il faut un jour que j'y joue à ce jeu. Donc je connais la moitié du jeu de Wind Waker, mais j'en sans l'avoir joué. Ouais, okay. C'est ça, exactement. Et du coup, depuis, c'est Breath of the Wild qui vraiment
m'a motivé de fou. Et depuis Breath of the Wild, en fait, j'en ai découvert d'autres. Voilà. Je me suis testé à Ocarina of Time. Donc désolé pour les puristes, mais j'y ai joué du coup sur 3DS à Ocarina of Time. Mais le gameplay est vraiment rigide, etc. Limite, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un remake de jeu, mais aujourd'hui, ça fait partie des jeux en 3D. Tu vois, autant Mario 64, je l'avais refait quand il est sorti sur Switch. Je l'ai refait en entier, Mario 64, et j'ai bien kiffé. Autant Ocarina of Time, c'est plus compliqué, quoi. Je trouve tu peux pas cracher sur tout ce qu'il a amené dans le jeu d'aventure à la troisième personne en 3D. Mais aujourd'hui, forcément, il a vieilli. Donc c'est ça qui est compliqué à juger, parce que c'est des œuvres qui sont cultes pour tellement de gens, parce qu'ils les ont vécues au moment de leur sortie, et pour eux, j'imagine, ça devait être une dinguerie, tu vois. Mais aujourd'hui, tout a vieilli, et c'est dur d'y retourner. Et du coup, je m'y suis essayé 2 fois, ce jeu, mais à chaque fois, la manette m'est tombée des mains, en gros, et j'ai jamais été plus loin. Par contre, j'ai fait Link to the Past, le jeu qui était sorti sur Super NES, que j'ai beaucoup aimé, où là aussi, il y a un petit switch où en fait tu fais toute ta première partie d'aventure dans Hyrule, qui est normal, et à la moitié du jeu, à peu près, en fait, il y a une sorte d'Underworld. En fait, tu peux switcher entre 2 mondes, le monde des ténèbres, et c'est Hyrule, la même map, mais version ténèbres, qui fait un peu plus peur, etc. Donc voilà. Et pareil, c'est en 2D, hein, voilà. Et du coup, Link's Awakening aussi, que j'ai fait sur Switch, le remake, que j'ai adoré aussi. Oui. C'est un jeu que j'aurais pu faire à l'époque sur Game Boy, parce que, voilà, mais je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Mais du coup, c'était un plaisir de le découvrir sur Switch. Pareil, il y a Skyward Sword qui est sorti sur Switch, mais qui m'a rebuté parce qu'apparemment ça joue, c'était un jeu qui est sorti sur Wii, donc ça joue à la manière avec les Wiimote et tout, tu vois. Ah oui, ah ouais. Ouais, déjà, je crois que les Mario, jouable... j'avais détesté ça, donc... Ah ouais, ouais. J'aimais pas. Moi, je t'avoue que ça me rebute un peu. Puis pareil, mettre 60 € dans un jeu sans avoir la certitude. Mais peut-être que je me le ferai un jour. Mais là, il y a Tears of the Kingdom qui sort, donc je suis beaucoup trop motivé pour ce jeu. T'en as fait pas mal quand même. En fin de compte, tu t'es quand même pas mal rattrapé. T'en as testé pas mal. Ouais, et encore, tu vois. Finalement, j'ai fait beaucoup plus de jeux en 2D. Ouais. Et les jeux 3D, en fait, comme ils ont pas mal vieilli, c'est assez compliqué. Il y a que Wind Waker qui vraiment m'attire. Après, tu sais, il y a donc Ocarina of Time, j'ai essayé, mais trop vieilli. Il y a Twilight Princess qui pourrait me plaire si ça ressortait sur Switch, parce que c'est un peu la version optimisée, un peu plus moderne de Ocarina of Time, justement. Et puis du coup, il y a Skyward Sword, et je sais pas s'il y en a un autre en 3D, mais il me semble pas. Et ça, les nous diront, mais... C'est intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que pour Zelda, en fait, il n'y a aucun jeu Zelda en multijoueur. Là où Mario... Si. Ah si. Si, il y a... c'est un jeu en 2D. Super Smash Bros. 2D. non, c'est un jeu en 2D en mode Zelda, t'as les Zelda en 2D, mais tu peux jouer jusqu'à 4. Et du coup, t'as des donjons et tout à faire à 4 et tout ça. Mais apparemment, le jeu n'a pas été super bien accueilli. Voilà. Après, j'en sais pas plus, hein, j'ai jamais testé. Mais voilà, je crois que c'était sur 3DS ou truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle déjà. Mais... Ils en ont pas fait beaucoup de versions, quoi. C'est que la licence Mario, c'est vrai que là-dessus, ils ont été assez forts dans le sens où ils attiraient toute la famille par des jeux un peu multijoueurs. Même des joueurs non... des gamers qui sont pas trop néophytes, on va dire, pouvaient y jouer. D'ailleurs, alors que Zelda, oui, c'est vrai. C'est que des jeux solo. Pourtant, Link, c'est un personnage qui est quand même très reconnaissable. C'est ça. Il est aussi iconique que Mario. Link et Zelda, du coup. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est une licence qui a resté, mais qui a gardé un peu son âme depuis le départ, je trouve. C'est un peu le but du jeu. J'avais vu Miyamoto qui a créé la licence, qui expliquait que pour lui, Zelda, c'était un peu des souvenirs qu'il avait quand il était gamin, où il partait dans le jardin de ses grands-parents et puis il s'inventait toute une aventure dans le jardin, avec la nature, etc. Et voilà, il veut garder cet esprit dans la licence, ce côté je pars à l'aventure, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça reste un peu plus solo, c'est qu'il y a ce côté, ton imaginaire se développe beaucoup plus quand tu es seul en fait, et que c'est toi-même qui crée ton aventure et qui t'imagine des choses, tu vois. Que dès que t'es en multi, t'es en interaction avec quelqu'un et forcément... clairement, tu le vois avec les Mario. Pas du tout les mêmes émotions, quoi. Tu vois un Mario Odyssey, je trouve que tu auras ce sentiment d'émerveillement quand tu joues tout seul. Mais tu ne l'auras pas en fait avec, je sais pas moi, tous les jeux Mario Kart. Bon, là, la comparaison n'est pas la meilleure, mais Mario Kart c'est pas du tout le même style de jeu en fait.
Mais ils auraient pu faire un Zelda c'est ça, avec un tout autre style. Moi, je sais pas si... Moi, Ouais, je sais j'avais pas vu bon, l'intérêt, c'est pas mais... le truc. Ouais, ouais. Ils font Mario déjà ça Kart très passe. bien avec Mario, Oui, après ça voilà, sert à c'est rien ça. de. Surtout que Zelda... Enfin, tu vois, j'ai dit Zelda. Surtout que Link est là, Ouais. en plus. Il est présent dans Mario Kart. Donc c'est bon. Oui, On aurait pu appeler il ça fait des petites apparitions. Zelda Kart, hein, et puis c'était pareil. Et bref, donc c'est intéressant, vous allez un peu avoir notre avis de fans de Breath of the Wild, mais pas forcément de grands fans de toute la licence, même si moi j'ai une grande sympathie, je me suis renseigné quand même pas mal sur le lore, tout ça, mais voilà, sans avoir fait les jeux. Mais du coup, maintenant raconte-nous un peu ton histoire avec Breath of the Wild. Alors Breath of the Wild, je trouve vraiment que c'est un jeu qui est fou sur plein de points. Sur plein de points. Et déjà, le premier point, c'est... Non, mais avant de donner ton avis sur le jeu, c'est raconte ton histoire. Comment t'es venu à jouer Breath of the Wild? Comment c'est vrai qu'avant de... Je me rappelle même pas comment je suis venu. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, parce que même avant, quand Breath of the Wild est sorti et tout, je crois que tu m'en avais parlé, mais moi sans plus j'étais peut-être passé à côté de la hype qu'il y avait. Tu vois, je me rappelle plus trop. Okay. La hype, oui, toi, il faut savoir que toi, tu fais partie des gens qui n'achètent pas une console à la sortie. Là, la PS5, t'es toujours en train d'attendre. Bon, est-ce que c'est le bon moment pour acheter une PS5? Et c'était un peu pareil pour la Switch, contrairement à moi, où moi j'aime bien. Dès que ça sort, en fait, essayer de l'avoir, comme ça au moins je profite sur toute la durée de vie d'une console. Ouais, parce qu'on avait joué en décalé. On avait joué clairement en décalé à Breath of the Wild. Oui, exact. Mais du coup, moi, Breath of the Wild, en plus, moi, c'était assez fou. C'est que, du coup, comme je vous ai dit, moi, je suis pas du tout un joueur console de Nintendo de salon. C'est-à-dire que j'ai eu que la Nintendo 64, mais pas au moment de la Nintendo 64. Je l'ai eu quand j'étais, genre 10 ans plus tard, je l'avais trouvé dans un Easy Cash, et puis je l'avais repris pour, voilà, je sais même plus pourquoi, tu vois. Du coup, je suis pas du tout console de salon, mais par contre, je suis très console portable Nintendo. Moi, j'ai Game Boy Pocket, Game Boy Color et Game Boy Advance. Tu vois, c'était toute mon enfance. Alors que moi, c'était l'inverse, moi. Moi, c'était que les consoles de salon Nintendo. Ouais. Et je les ai toutes eues. Et du coup, je t'avoue que quand ils ont annoncé la Switch, je me suis dit, moi ça j'aime bien. J'aime bien qu'ils réunissent tout parce que ça faisait des années du coup que j'avais pas eu de console portable. Genre, t'avais les smartphones et tout, mais bon, les jeux sur smartphone, ça n'a aucun intérêt quasiment généralement. Et du coup, je me disais, là, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux Nintendo du coup, parce que j'ai même pas eu la Wii, j'ai même pas eu la Wii U, j'ai rien eu, tu vois. Donc, moi, des Mario Kart, des Smash Bros, j'ai quasiment jamais joué dans ma vie, quoi. Et du coup, il y avait ce Zelda qui était... Ouais, c'est clair. Parce que du coup, il y a ce Zelda qui était annoncé en plus à la sortie de la Switch. Et du coup, j'hésitais à prendre la Switch quand même dès la sortie. Et quand j'ai vu les premiers tests de Zelda qui tombaient, où il y avait des 20 sur 20 qui pleuvaient, ça révolutionne le jeu vidéo. Bon, là, j'ai fait, c'est bon, j'achète direct. Mais c'est vrai qu'il y avait ça. C'est ça qui a créé cette hype. de malade. Ah bah oui, mais carrément. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu un truc assez puissant. C'est que le concept de la Switch, je le trouve quand même assez fort. Aujourd'hui, on va râler un peu sur la puissance de la console. On aimerait maintenant, tu vois, que ça ait un peu plus de patates pour envoyer vraiment des gros jeux. Mais à l'époque de sa sortie, je me suis quand même pris une sacrée baffe graphique même. Quand je voyais Zelda qui tournait en console portable, quoi. Oui. C'est un open world en console portable. Voilà, pour moi, ça m'a vraiment bluffé. Et du coup, il y a vraiment eu ce côté, Zelda, j'y ai joué moitié-moitié. C'est moitié docké et sur ma télé, et moitié en portable. Et je trouve que le jeu s'y prêtait en fait dans les deux cas. Moi, souvent, je m'enregistrais, tu vois, des sanctuaires dans Zelda, quand j'étais sur ma télé, je les faisais pas. Et je l'ai noté avec des petits curseurs sur la map. Ouais. Et après, quand j'étais en voiture, quand j'ai des trucs, hop, et je me téléportais à tous les sanctuaires. Je faisais les sanctuaires en petites sessions, tu vois. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai embrassé, on va dire, le concept de la Switch à fond. Et du coup, en plus d'adorer le jeu, tu sais, t'as cet attrait quand t'as un nouveau matériel entre les mains. T'as quand même une hype. T'as envie d'y jouer, t'as envie d'y être, t'as envie de tester la machine. Du coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur monumental pour la console et pour le jeu en même temps, quoi. Ouais, tu vois, en plus à la sortie de Breath of the Wild, pour le coup, je l'ai très peu fait en console portable.
très très peu fait en console portable. C'est vrai que moi je suis Et resté. toi, finalement, t'es moins console portable, de toute façon. Ah oui, T'es moins clairement, console portable ouais. que moi, ouais. On est resté, moi, comme je disais précédemment, c'est vrai que toutes les consoles Nintendo, ça a toujours été des consoles de salon. J'ai jamais joué au Game Boy, ou très peu. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, très peu, ouais. Il y en a eu une seule, je sais même plus laquelle j'avais, elle était en noir et blanc, et encore j'y ai joué. J'avais un jeu de foot dessus, mais c'est tout. J'avais même pas de Mario, un jeu de foot où tu pouvais te tacler. C'était complètement bourrin. Mais sinon, c'est tout. Et c'est vrai que là, même quand j'ai eu Breath of the Wild, j'ai joué, j'ai joué quand même un petit peu en portable, mais majoritairement, j'ai toujours joué sur la télé. C'est vrai que je préférais. Mais j'avoue, notamment, comme toi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on parle des certaines œuvres qui ont changé nos vies. J'en ai parlé pour Interstellar, pour The Last of Us, etc. Ouais. Et Breath of the Wild, ça a changé nos vies à tous les deux sur un point. Le fameux Breath of the Wild. Le fameux Breath of the Wild. On en a parlé dans plein d'autres émissions de toute façon, mais c'est devenu une sorte en fait, un truc qui est génial dans Breath of the Wild, c'est que du coup, tu es sur cette map, tu pars faire un objectif, mais sur le chemin, en fait, ton regard est attiré par moult choses qui te donnent envie d'aller explorer à droite, à gauche. Et finalement, tu te rends compte en fait, que tu comptais aller à ce point B, genre en 10 minutes, et finalement, ça fait 2 heures que tu joues, et tu as tout fait sauf aller au point que tu pensais aller. Franchement, ça représente trop nos road trip, en fait. Dans notre road trip, et du coup, nous, en fait, on a décidé de partir sur ce concept-là quand on fait des road trips, quand on fait des randonnées, etc. On aime, en fait, au lieu d'avoir un plan de route, et puis on y suit, on fait que ça, et ben en fait, on profite du chemin dès qu'on voit un truc qui nous attire l'œil, et ben on va voir ce que c'est, et on zigzague à droite, à gauche, on part, et on appelle ça, du coup, voyager en Breath of the Wild. Ouais, parce que je trouve que ça correspond tellement au jeu où je me rappelle, comme tu disais, avec les petits repères, tu mettais un repère, donc t'allais dans cette direction, comme on fait pour notre trip, on a forcément un petit planning des destinations où on va aller. Donc ça, après, on a un truc de prévu quand même de base, on part pas comme ça sans aucune idée. Mais pourtant, en allant à l'objectif B, on va dire, on va s'arrêter à droite à gauche parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des trucs à voir qui sont magnifiques. Et c'est exactement le principe de Breath of the Wild. C'est ça qui est très fort dans ce jeu. Et c'était le seul à le faire, en fait. Maintenant, ça a changé. Mais... Le seul à le faire, non, je trouve que... il a révolutionné un peu l'open world, parce que c'est vrai qu'on était un peu en train de s'enliser. Malheureusement, il y a encore des jeux qui s'enlisent. En ce moment, je suis en train de faire le DLC de Horizon Forbidden West, le DLC Burning Shore. Je voulais parler de cette comparaison, justement. Ouais, mais il souffre, alors que j'adore la licence Horizon. Je trouve que le jeu est magnifique, le lore, j'adore. Mais punaise, niveau gameplay... c'est fatigant même limite en fait maintenant. Zelda a ringardisé tous ces jeux, je trouve. Et tu peux pas vraiment faire une Breath of the Wild dans Horizon. Si tu le fais, c'est ça. Quand tu vas y retourner via une mission, oui, alors déjà c'est ça. Ça va perdre en fait de son ampleur. Ouais. C'est pas du tout pareil. C'est que, mais même en plus Horizon, c'est ça. C'est soit tu pars en exploration, mais tu risques d'aller dans des zones. Soit il n'y a rien d'actif parce que c'est en attente d'une mission où tu iras à cet endroit-là, du coup tu fais ça, ou soit tu vas débloquer des trucs et du coup quand tu viendras en mission, ça sera plus pareil. Enfin, voilà. Et en plus, l'exploration, je trouve, est biaisée, on en avait déjà parlé, mais c'est le fait que dans Horizon, en fait, tu as 30 000 icônes sur ta map. Et du coup, tu sais, en allant là, tu vois, il y a un truc à débloquer, il y a une ruine à visiter, etc. Donc déjà, de savoir qu'en allant à tel endroit, il y a quelque chose... tu sais, ça te gâche un peu le truc. Et surtout, quand il n'y a pas de curseur sur la map, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc tu vas pas y aller non plus parce que tu sais qu'il n'y a rien. Du coup, c'est l'avantage de Breath of the Wild, c'est qu'il n'y a rien du tout sur la map. C'est toi qui peux te placer des marqueurs au visu. Si tu vois un truc intéressant, tu y vas. Tu peux monter sur les tours pour justement placer, tiens, je vois un sanctuaire, tiens, je vois ça. Ouais. Et il y a tellement de choses dans ce jeu ton exploration est tout le temps récompensée en plus. Donc ça, c'est un des trucs que Zelda a amené, que tu vois, il y a Elden Ring qui a un peu repris ça. Il y a Red Dead, moi je trouvais qui trouvait une autre recette, mais qui avait ce truc-là. Red Dead, c'était par la multiplication des petits scénarios qui pouvaient se lancer à droite, à gauche, qui faisait que tu avais envie d'explorer, parce que tu dis, en fait, je vais tomber sur un PNJ, ça va lancer une petite mission, ou je sais pas quoi, un dialogue, ou un animal, ou...
Donc il y avait un peu ça, je trouve, sur Red Dead, pas de la même façon, mais ils ont réussi en fait à rendre leur open world très, très vivant et intéressant à explorer. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux finalement qui réussissent à avoir autant de force que Zelda. Passer une trentaine de fois sur le même chemin et à chaque fois en fait tu découvres un nouveau truc, c'est pas du tout donné à tous les open world. Et c'est vrai que Zelda a été brillantissime sur ce point-là. Et Red Dead d'ailleurs, ouais, on est clairement dans le même style et je pense que les gens qui ont été rebutés peut-être par Breath of the Wild, c'est peut-être aussi le même style de personne qui a été rebuté par Red Dead pour le côté un peu contemplation et lenteur que le jeu te donne, qui n'est pas c'est vrai. qui n'est pas comment dire un défaut selon moi, mais c'est un fait quoi, c'est lent, faut de l'observation, faut de la souvent patience, ouais, c'est un truc qu'on pourrait lier, je trouve, entre Red Dead 2 donc oui, Red Dead 2 et Breath of the Wild, c'est que les deux en fait te contraignent, t'apportent des contraintes. Mais moi, je trouve que c'est ces contraintes qui t'offrent du plaisir, tu vois. Dans Red Dead, il y a ce côté très lent, mais qui participe au côté roleplay et qui fait que si tu embrasses ce gameplay très lent, si tu te mets à brosser ton cheval, si tu te mets à te raser la barbe, en fait, tu te mets à vivre vraiment. T'es plus dans un jeu vidéo, t'es dans un rôle que t'es en train de jouer, une simulation de vie quasiment. Et ce qui rend en fait l'expérience totalement organique à fond. Enfin, j'ai trop envie de refaire. Sortez une mage PS5 s'il vous plaît, Rockstar. J'ai envie de rejouer à Red Dead 2. Et tu vois, Zelda, c'est un peu le même délire. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que les armes se brisaient. Parce que voilà, ils en avaient marre et tout. Sauf que moi, je trouve en fait c'est une contrainte. Donc je peux comprendre que ça saoule des gens, que les armes se brisent. Mais en fait, c'est une contrainte nécessaire pour te donner envie d'explorer, envie d'aller découvrir des coffres, d'aller découvrir de nouvelles zones où il y a des nouvelles armes. Et ça t'oblige aussi à tester. Parce qu'il y a je sais pas combien de jeux où tu sais, t'as je sais pas combien d'armes, sauf que toi, t'aimes bien, genre moi, Elden Ring, tout bête. Elden Ring, moi, je voulais me battre un peu à la Zelda finalement, avec une épée et un bouclier, tu vois. Et j'ai joué tout le jeu avec des épées et des boucliers. J'ai jamais été testé un katana, j'ai jamais été testé une hache, parce que moi ce gameplay me plaisait, donc j'ai kiffé dans Elden Ring, mais voilà, que dans Zelda, en fait comme tes armes elles cassent, t'es obligé de tester plein d'armes, et du coup des fois tu découvres des gameplays avec certaines armes qui te plaisent plus, et la contrainte en fait te pousse à expérimenter des choses. Confort, en fait. C'est ça, ouais. Ça te fait sortir de ton confort. Et puis ça te pousse à expérimenter, parce qu'on sait que le cerveau humain en fait il est très très feignant, et que dès qu'il trouve, on va dire, une recette qui lui convient, voilà, je suis dans mes petits chaussons, je reste avec mes petites armes que j'aime bien, et puis je ne teste rien. Et sauf que le concept même de Breath of the Wild, c'est expérimente, tente des choses. Et alors Tears of the Kingdom a l'air un malade mental à ce niveau-là. Ouais, ils ont l'air d'avoir s'ils vont réussir à pousser. C'est assez hallucinant. Donc, ça va être assez fou parce que là que les armes du coup c'est en plus je trouve ça tellement intelligent. Tu sais, t'as vu le trailer où maintenant on va pouvoir assembler des objets avec nos armes, enfin tous les objets on va pouvoir les assembler, il y aura des effets, etc. Je trouve ça tellement intelligent parce que d'un côté c'est un peu pour répondre à ceux qui disaient qu'on en a marre que les armes se cassent, parce que là ils disent même dans le trailer, ils disent par exemple vous voyez cette branche tu donnes 3 coups et puis elle explose cette branche parce qu'elle n'est pas solide. Mais regardez, si je la mélange avec une pierre, ça devient une petite massue, et cette massue est beaucoup plus solide que la branche. Donc tu vois, il y a ce côté, voilà, au moins on va solidifier un peu nos armes. Peut-être pourquoi pas, est-ce qu'on pourra pas les réparer avec un système de forgeron, je ne sais quoi, tu vois, j'en sais rien. Mais en même temps, je trouve que ça donne des possibilités. Enfin, ça me paraît infini. Oui, c'est ça qui paraît dingue, c'est que t'as l'impression que tu peux tout faire. Et t'as trop envie de tester. Et puis, alors moi j'espère que ça va être... Pour le coup, j'y pensais pas du tout à ça. À cette option juste d'associer deux armes. C'est vrai. C'est un truc que j'avais pas du tout songé à ce genre de nouveauté. Et c'est génial en fait. Oui, voilà, en fait, ça va attiser notre curiosité à fond. C'est-à-dire que dès que tu vas avoir une nouvelle arme, dès que tu vas trouver un nouvel objet, genre, je sais pas, moi j'ai envie de tester qu'est-ce qui se passe avec une épée et une aile de chauve-souris. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. C'est ça. Ça donnera un effet pas ouf, mais... Mais il y avait ce côté-là qu'on avait dit, c'est Breath of the Wild, la force en fait qu'a eu le jeu, c'est qu'on a tout découvert, on a tout exploré. Bon voilà, ça c'était une claque. Mais si dans le 2, comme ils nous l'ont montré via les bandes annonces, via les teasers, on reprend la même carte, et
est-ce que ça va marcher en fait? Est-ce que ça va fonctionner ce Ah, mais truc-là ça. d'émerveillement? Et juste cette idée-là d'association d'objets, et ben ouais, déjà ça marche un petit peu. T'as envie de refaire le monde et d'associer tous les objets que tu vas trouver. Donc je trouve ça Bah, trop moi, rien brillant en qu'avec fait. avec Ouais, ce c'est ça. trailer, c'est vrai que pareil, bah, moi, je craignais un peu bah, comme on est sur la même map et tout ça, et Eh tu te dis, oui, bon, eh est-ce oui, que, oui. voilà. Mais en fait, rien qu'avec ce trailer, je me suis dit, je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça a changé mon prisme de vue. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, Breath of the Wild, en fait, c'est l'inverse. C'est que Breath of the Wild, il va passer pour une bêta, en fait. C'était le tutoriel de Tears of the Kingdom, en fait, Breath of the Wild. Parce qu'on pourra même plus, ça se trouve, revenir sur Breath of the Wild parce qu'on le trouvera trop limité. Tu vois. Ah, ouais, ouais, J'ai ouais. l'impression que ça va carrément être ça. Et du coup, en fait, c'est ce que je me disais, bah, c'est super intéressant que tu parles de la map, parce que c'est une critique qui est revenue directe. Mais en Ok. même temps, bah, en fait, on a tout Hyrule. On a tous les lieux connus de Hyrule. On a le lac Hylia, on a les Gorons, on a les Zora, on a les Gerudo. Ouais. Tous les lieux, en fait, iconiques de Zelda sont là. Donc, moi, ça m'aurait dérangé, tu vois. Alors, je suis pas fan à la base de Zelda, donc j'imagine les puristes, d'aller dans une nouvelle map avec que des nouveaux lieux. Bah, tu sais, t'es là, bon, ça aurait été un peu dérangeant. Il y a quand même le lore de Zelda qui est important, tu vois. Et du coup, repartir sur la même map, ça peut faire peur au début, mais je me dis, Ah, c'est peut-être la des fois, meilleure en des fait, idées. au contraire, Ouais. ouais, parce que c'est un peu, bah, tu vois, il y a Spider-Man 2 qui va sortir en fin d'année aussi. Donc pour le moment, ils ont rien montré, mais je suis très curieux parce que bah, Spider-Man, c'est pareil. Il y a le premier Spider-Man qui est sorti sur PS4, c'était à New York, parce que Spider-Man, c'est à New York. Et là, a priori, le jeu va encore être à New York. Il y a déjà des gens qui râlent et qui disent, ouais, faut me retaper exactement la même map et tout. Et ça, bah, moi, je suis quand même curieux de voir parce que je me dis au contraire, euh, un des trucs les plus longs à faire quand tu développes un jeu, bah, c'est de créer la map. Euh, et là, de se dire qu'en fait, les développeurs sont pas débarrassés de ça parce qu'ils vont pas refaire la même map exactement, mais ils partent d'une base qui est déjà établie. Hmm. Là, Zelda Tears of the Kingdom, c'est du coup, il est sorti en 2017, donc ça va faire 6 ans de développement. Sauf qu'ils n'ont pas la map à construire de base. C'est Ils ça, peuvent la donc justement, repeaufiner et tout, mais la map, voilà. voilà. Ils ont Et dû c'est un travail travailler de sur des ouf. points. Ouais. C'est ça. T'as vu la map de Breath of the Wild, elle est pensée, chaque recoin est pensé. Hmm. C'est pas des constructions aléatoires, trucs comme ça. Tout est pensé pour le gameplay, c'est chirurgical. Donc là, Ouais. je me dis, ils ont eu 6 ans, on va dire 5 ans pour voilà, arrondir le truc, mais ils ont au moins 5 ans plein de développement sur une map qui avait déjà une base existante. Mais je me dis, en fait, ça peut être fou. Ça peut être fou parce que là, ils se sont concentrés sur d'autres choses. Et puis, on connaît le génie de Nintendo, etc., dans tous ces trucs-là. Au contraire, ça se trouve. Alors, j'ai juste, comme tu dis, peur de ne pas avoir cette découverte, mais et au contraire, parce qu'ils ont rajouté plein de trucs. On voit, tu sais, des sortes de crop circles sur la map, Ouais. et puis il y a plein de nouvelles zones et tout. Donc, Oui, voilà, c'est ça. T'as quand même les airs. T'as l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde dans les airs. Peut-être des mondes sous ouais. terre. Donc tu te Oui. dis sur le même monde, il y a quand même moyen en fait d'avoir beaucoup de nouvelles zones. Et tu le vois en fait dans le peu qu'on voit des Ouais. teasers. Ça semble être le Et cas. puis, de toute façon aussi, il y aura aussi un peu cette émotion qui va être un peu inédite, j'ai l'impression. Il y avait eu cette sensation bah, justement dans Red Dead 2, où à la fin du jeu, en fait, on revenait sur la map du 1. Et je t'avais dit que moi, ça m'avait vraiment créé quelque chose. C'était une émotion très bizarre, parce que moi, j'avais joué au premier Red Dead quand j'étais plus jeune. Et là, de retourner, je reconnaissais la map, mais du coup, elle était boostée en version PS4, tu vois, elle était beaucoup plus jolie Oui. que dans mes souvenirs. Mais du coup, ça m'avait touché, tu vois, de revenir sur la map. Et là, bah, en fait, ça va vraiment être. Ben, j'ai l'impression que c'est la première fois même du jeu vidéo où c'est totalement assumé. Parce que Red Dead, c'était un bonus à la fin du jeu. Tout à fait. On Ouais. n'allait pas gueuler, voilà. Ouais. Mais là, c'est vraiment assumé. On reprend la même map et on la retaffe, quoi. Pour un vrai jeu, pas pour un DLC, truc comme ça, tu vois. Donc, Mhm. alors vous nous dites si vous avez un exemple d'un autre jeu qui a fait ça, mais deux grosses suites, tu vois, pas un DLC. DLC, je pense que ça s'est fait, hein, mais un vrai gros jeu, je sais pas. Et du coup, l'émotion va être quand même géniale, parce que moi, du coup, je me suis retenu là de pas jouer à Breath of the Wild, parce que du coup, j'avais revendu ma Switch à l'époque, parce qu'après Breath of the Wild, finalement, bah, il y avait pas beaucoup de jeux qui m'avaient plu, donc je l'avais revendu, et j'ai racheté assez récemment, bah, pour Tears of the Kingdom, j'ai racheté en fait la Switch OLED. Et du coup, je t'avoue que j'étais quand même tenté de me relancer Breath of the Wild pour le voir en plus avec un bel écran OLED et tout. Ouais. Mais j'ai fait non, j'ai pas envie de. Ouais, tu sais, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre ouais, de j'ai envie de redécouvrir cette vraiment carte kiffer. avec le C'est second. ça. Parce que Breath of the Wild, quand même, moi je l'ai fait 2 fois du coup. Je l'ai fait une première fois bah, en découverte, je crois que j'étais à
pas loin des 150 heures de jeu, je crois, sur ce Breath of the Wild. Et du coup, j'avais dû y rejouer au moment où toi tu l'as fait, donc peut-être un an plus tard, je l'avais relancé. Et du coup, j'avais un peu peur parce que justement, moi, un des trucs qui m'avait plu dans Breath of the Wild, c'est cette aventure, cette découverte qui était juste folle. Et je me dis, bon, y rejouer, est-ce que je vais être autant impliqué dans la découverte, etc. Ah bah oui, totalement. J'ai eu peur, mais je te jure, la deuxième fois, voilà, quoi, je suis retombé totalement dans le jeu. En plus, c'était une phase que je vous avais expliqué où j'avais fait un peu des crises d'anxiété, tout ça. Et ce jeu est une ode à la méditation, au repos. Je te jure, ce jeu m'apaisait. Que ce soit ces petites musiques, c'est toutes douces, ces bruissements de la nature. Le jeu s'appelait Breath of the Wild, c'est le souffle de la nature. Et ce jeu respirait, en fait, c'était assez inédit aussi dans le jeu vidéo où tout est très action et du coup, faut qu'il y ait de l'action, faut que ça bourrine, faut qu'il y ait de la musique épique, Et là, Breath of the Wild, c'était l'inverse. T'étais lâché en pleine nature et... Il y avait justement des psys qui se sont penchés un petit peu sur ça. Alors, il y en a un en particulier dont je n'ai pas noté le nom, j'aurais peut-être dû, qui faisait justement le comparo à Fortnite. Mais c'est super intéressant parce que moi j'aime beaucoup Fortnite, alors pas autant que Breath of the Wild, mais j'aime bien Fortnite pour y jouer. Et il expliquait que pour le problème de Fortnite, c'est que justement, en connaissant en fait le fonctionnement du cerveau, les concepteurs de Fortnite ont fait appel à une psychologue, donc ça c'était avéré, qui s'est renseignée justement sur comment activer le circuit de la récompense, qu'on a tous, donc un petit flux de dopamine, pour être sûr que les gens jouent et presque deviennent addicts. Donc niveau éthique, on se pose la question si c'est bien ou non. Oui, c'est un peu grâce à tous les bruitages, tu vois. C'est ça. Quand tu ouvres un coffre, t'as un petit bruitage. C'est ça. Le fait justement d'être attiré. Ouais, c'est ça. Le fait d'être attiré par. Faut que je trouve des trésors et à chaque fois il y a une surprise qui spawn. Ils ont tout. Ils ont à fond réfléchi sur ça pour être sûr d'activer le système de récompense qui est à l'intérieur du cerveau et ça marche. Et voilà, c'est pour ça que je dis que j'aime bien Fortnite. C'est pas pour dire Fortnite, c'est un fléau. Encore, t'y joues pas quand même. T'y joues pas souvent. Non, du tout. Ça fait un moment que j'ai pas joué, mais j'ai failli. Il y avait Eren Jagger en personnage. Les mecs de l'attaque des Titans, ils sont malins pour ça aussi, de faire leur partenariat. C'est ça. Mais c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes à cause des skins que tu peux acheter qui dépensaient beaucoup d'argent. Et c'est à partir de là que ça a posé un petit peu problème. Et c'est pour ça qu'ils se sont renseignés sur ce sujet-là. Mais même le problème, moi, que je trouve de base de Fortnite, c'est un très bon défouloir, c'est très cool et tout. Le problème, c'est qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose au bout d'un moment. Et on sait que le jeu vidéo est bon pour la santé du cerveau, mais quand à chaque fois, en fait, il te fait apprendre des choses, quand tu dois découvrir un univers, quand tu dois te familiariser avec un gameplay, Mais le jeu vidéo, en fait, n'apporte plus rien et au contraire, peut être nocif si tu fais toujours le même jeu vidéo pendant des mois et des mois en boucle en fait, parce que là tu n'apprends plus rien, ton cerveau il est habitué au gameplay, donc il n'y a plus aucun intérêt pour le cerveau c'est ça. Et c'est l'inverse du coup total de Zelda Breath of the Wild qui lui au contraire il y a un psy justement qui utilisait Zelda pour entre guillemets guérir de l'addiction de certains jeunes à Fortnite. En fait il les faisait passer à Zelda et le fait de jouer à Zelda, c'est pas pour diaboliser le jeu vidéo du coup qu'il a fait ça. Justement, en fait, il a remplacé un jeu vidéo par un autre, du coup par Breath of the Wild, et ça a permis du coup aux jeunes de pas en fait activer justement le circuit de récompense par pulsion, de façon effrénée. C'est de travailler justement la contemplation, l'apprentissage, d'où en fait que offre Zelda. Et ça. Mais après, Zelda en plus utilise, je trouve, des techniques qu'on retrouve dans Fortnite, comme je te disais, quand tu ouvres un coffre et que tu as une petite musique, Zelda le fait. Tu as des petits bruitages comme ça qui créent des petits points d'ancrage dans ton cerveau. Sauf que justement, Zelda est beaucoup plus dosé à ce niveau-là. C'est pas toutes les 10 secondes que tu ouvres un coffre. Et en plus, Zelda, en fait, je trouve, il utilise ces choses-là, mais après, c'est totalement normal d'utiliser ça. Mais il l'utilise, on va dire, pour te pousser à l'exploration, pour te pousser à résoudre une énigme, par exemple. Tu vois, tu sais qu'il y a un Korogu à tel endroit. Tu vas pas ouvrir un coffre. Tu as envie de le trouver. Par facilité. Ça va pas être facile en fait d'ouvrir un coffre.
Tu vas être tu dois attiré un peu par ça. réfléchir, tu dois Exactement, imaginer, ou tu dois aller explorer pour essayer d'en trouver, etc. Et, voilà. Alors que dans Fortnite, c'est vraiment là pour te coller. C'est pour facile pas en fait. te faire bouger de l'écran. C'est pour ça qu'il dit que c'est de la drogue facile. C'est voilà, exactement ça. En fait, voilà, ce qu'on disait précédemment, c'est que le cerveau, il a son petit confort, il a des dopamines faciles, et t'apprends pas plus que ça. Même si, encore une fois, Fortnite, ça peut être intéressant pour le côté réseau social, pour d'autres choses. C'est pas le sujet. Là, c'est juste pour parler du côté un peu neuromarketing en fait qui est lié au jeu. Non, mais c'est sûr. Et c'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois en fait, c'est que y a beaucoup de gens qui connaissent pas grand chose aux jeux vidéo. Et du coup, ils prennent peur. Dès qu'il y a une news sur les jeux vidéo, c'est l'enfer. Et il y a beaucoup de gens même qui sont bloqués. C'est des gens qui passent leur soirée à partir de 18h jusqu'à 23h calés dans leur fauteuil à regarder la télé, des films, des séries télé policières ou je sais pas quoi. Et que dès que tu leur parles de jeux vidéo, ah mais les jeux vidéo, c'est le mal. Je vois pas en quoi par rapport à regarder une émission à la télé ou je sais pas quoi. Enfin, t'es beaucoup plus actif dans un jeu vidéo. Le tout, c'est de savoir jouer au bon jeu vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Et pareil pour tes gamins, en fait. Pareil pour tes gamins, si tu les laisses devant la console et tu sais même pas à quoi ils jouent, c'est là qu'il y a un problème. Mais si tu sais à quoi leur faire jouer, franchement, il y a même moyen, en fait, d'apprendre des choses. Hein. Et ça peut participer à l'éducation de tes gamins, en fait. C'est ça. Leur faire travailler certaines choses. Quoi, c'est un truc qu'on avait évoqué en off sur les écrans. On avait parlé du 3, 6, 9, 12, je crois, sur les écrans. Oui. Et on avait une discussion là-dessus. Et c'est vrai que t'avais l'impression... Oui, pour dire à ceux qui connaissent pas cette théorie, on va dire, c'est que c'est la règle des 3. C'est qu'en gros, à partir de 3 ans, tu peux commencer les écrans. À partir de 6 ans, tu peux commencer les jeux vidéo. À partir de 9 ans, tu peux commencer Internet. Et à partir de 12 ans, les réseaux sociaux. Voilà, c'est une théorie. C'est un truc très vulgarisé. C'est ça. Mais comme on en parlait, c'est que peut-être toi, par exemple, tu avais mis ta fille un petit peu avant ses 6 ans sur les jeux vidéo. Mais par contre, de manière ultra encadrée. Tu jouais tout le temps avec elle. Elle n'était jamais toute seule face à l'écran en train de jouer un jeu vidéo, etc. Tu l'éduquais et tu savais à quel jeu elle jouait, etc. Tu vois. Voilà, c'est ça. Et je me demande au contraire si c'était pas intéressant, Et justement, si. Moi, ce que je pensais, c'est que cette théorie, elle sert pour des gens qui n'y connaissent rien, j'ai envie de dire, pour leur éviter de mettre leur enfant trop tôt devant certaines choses. Mais si tu maîtrises un peu mieux ce que tu fais consommer à ton gamin, je pense que tu peux puis en plus, avoir des petites libertés, quoi. Ça parlait des écrans au sens global. C'est pour ça que le jeu vidéo n'était pas pire que la télé ou autre. Comme tu dis, après, ça dépend de ce qu'on regarde, en fait. Ou de ce qu'on fait jouer. Et pour le coup, moi, j'ai un exemple ultra intéressant par rapport à ça. C'est que j'avais fait tester Zelda à ma fille. Je pense qu'elle était un petit peu encore trop jeune parce qu'il y avait pas mal de lectures dans Zelda, ce qui est bien. Elle savait pas lire à l'époque. Voilà, ce qui est bien après la lecture, pour le coup. Mais elle pouvait pas jouer vraiment toute seule. Et elle avait juste fait une petite partie. Et je me rappellerai toujours. Elle a juste affronté un camp de gobelins. Elle n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Un truc que beaucoup de gamins, et apparemment c'est spécifique en France, alors peut-être que ça l'est plus qu'en France, mais apparemment c'est spécifique en France. Elle a dit, j'y arrive pas, c'est parce que je suis nul. Et je lui ai dit, non, c'est pas parce que tu es nul. Si tu n'y arrives pas, c'est juste que pour l'instant, t'es pas prête. Il suffit juste en fait que tu t'entraînes, et tu verras que plus tard, tu y arriveras. Et je sens, quand je lui avais dit ça, je pense qu'elle me croyait pas trop. Elle devait se dire, ouais, toi t'es fort, mais moi je suis nul, tu vois. Et elle me l'a pas dit. Sauf que une semaine plus tard, je crois, alors qu'elle n'avait pas joué beaucoup, elle avait justement, elle avait exploré un petit peu, pareil de façon encadrée, et parce que je jouais avec elle, comme ça je pouvais l'aider à prendre telle ou telle arme. Et elle est retournée dans ce camp gobelin, le même, et là elle a réussi, et là elle était contente, elle était fière d'elle. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, elle a pu se montrer tout bêtement avec cet exemple-là à elle-même que c'était juste une histoire d'apprentissage en fait. En France, il y a ce côté-là un peu, ça vaut pour les enfants mais aussi pour les adultes, fataliste. Oui, bien sûr. Si on est nul, c'est qu'on est nul. Mais non, en fait, on peut être bon à tout. C'est juste une question de temps et d'apprentissage et d'entraînement. Et je trouve que Zelda, là-dessus, et c'est pour ça que je voulais citer cet exemple, c'est ultra pertinent. Et du coup, j'étais content de lui faire ouvrir les yeux avec ça, même s'il y a d'autres choses. Mais là, je trouve que l'exemple était pertinent. D'ailleurs, moi, tu vois, en préparant l'émission, je me suis posé une question que je m'étais posée quand on avait fait le film Titanic. Tu sais, on s'était posé la question, est-ce que Titanic, c'est pas le plus grand film de tous les temps ?
Pas forcément notre film préféré et tout ça, mais est-ce que, en prenant le fait que ce soit un grand film à spectacle, avec des 2 acteurs qui sont devenus des stars par la suite, une histoire d'amour, mais aussi un drame historique, une histoire inspirée d'une histoire vraie, quoi, le tout, en fait, des musiques de dingue, une chanson qui sert le film, enfin, tu sais, c'était un peu la totale, c'était un peu le film... une sorte de s'il y avait un film à montrer sur aux extraterrestres, est-ce que ce serait pas Titanic, tu vois. Tu vois, ce serait vraiment le film qui représente un peu tout, qui peut rassembler le plus de monde possible, tu vois. Et ben Zelda, en fait, je me suis posé la question, est-ce que ce Zelda Breath of the Wild, c'est pas le plus grand jeu de l'histoire du jeu vidéo, qui peut convenir, comme tu dis, à une gamine de 5-6 ans pour apprendre des choses, mais aussi pour des gars de notre âge pour partir à l'aventure, mais même des personnes un peu plus vieilles qui veulent retomber un peu en enfance aussi, à tester des trucs. Enfin, je trouve que ce jeu peut rassembler un large éventail. Tu vois, par exemple, moi je préfère, à titre personnel, The Last of Us. Mais tu feras jamais jouer un gamin de 5 ans à The Last of Us. Et je peux comprendre que c'est un jeu qui va même à nos tranches d'âge, qui peut vraiment diviser, parce qu'il y a des phases un peu horrifiques, il y a du gore, donc je peux totalement comprendre que ça divise, que Mario, le lapsus. Oui, Mario. Parce que justement, en plus, Mario. Non, c'est vrai, parce qu'en fait, je réfléchissais à c'est quoi le plus grand jeu de tous les temps, et je pensais du coup à ce Zelda Breath of the Wild, et j'ai pensé à Mario Kart, où j'ai dit non, le plus grand jeu de tous les temps, je pense que c'est Mario Kart, c'est le plus joué, c'est le plus facile, le plus accessible. Mais je trouve que Zelda Breath of the Wild, il a ce côté, en fait, il a la profondeur, en fait. Mario Kart, c'est vraiment un jeu pour du divertissement, c'est tout, ça va pas plus loin. Que Breath of the Wild, il a ce côté, voilà la puissance du jeu vidéo, la puissance même narrative, parce que beaucoup ont reproché, je trouve, l'histoire de Breath of the Wild en disant, parce qu'on est habitué maintenant à voir des trucs, c'est à moitié des films, tu vois, c'est ultra scénarisé, c'est ultra mis en scène, etc. Comme Horizon, c'est ça. dont tu as évoqué tout à l'heure. Voilà, exactement. Et du coup, tout le monde, ceux qui voulaient cracher sur Zelda, il fallait bien trouver des points d'accroche pour lui cracher dessus. Hein. Il y en a qui font leur beurre sur la critique facile. Ouais. Et un des reproches qui revenait, c'était que le scénario de Zelda, c'était complètement à chier, quoi. En fait, alors le scénario dans les grandes lignes, oui, c'est toujours un peu la même chose, il faut aller sauver Zelda, voilà. Oui, mais en fait, je trouvais que dans la narration, c'était excellent. Mais dans la narration, moi, d'avoir ces souvenirs à aller chercher et de découvrir. En fait, tu incarnes Link qui a perdu la mémoire. Donc quand tu démarres le jeu, tu sors de ta grotte qui t'a fait ressusciter, on va dire, et tu découvres Hyrule, mais avec les mêmes yeux que Link, parce que Link a perdu la mémoire. Et c'est petit à petit que tu vas rassembler les pièces du puzzle. Et moi, j'ai trouvé en fait la narration, ça colle parfaitement. Ultra original. Ouais. Ça te donne envie d'explorer, encore en plus. Puis en plus de découvrir l'histoire petit à petit. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée de génie. Parce qu'en plus, du coup, c'est tout le but de Breath of the Wild, c'est de savoir que le boss final, il est là. Tu le vois dès le départ. Tu peux y aller. Si tu as envie de finir le jeu, il est là. Je dire ça, mais oui, c'est fou ça aussi. Tu peux finir le jeu. Tu peux finir le jeu en moins d'une heure. Bon, fait de fort. Hein. Ah oui, mais je crois que le record du monde, il est à 18 ou 19 minutes, je crois. C'est les mecs qui speedrun les trucs de ouf. Mais par contre, c'est speedrun sans glitch. Parce que tu sais, il y a pas mal de jeux qui se terminent ultra rapidement parce que les mecs, ils passent dans un recoin d'un mur, ça leur fait traverser la moitié de la map ou je sais pas quoi. Ouais. Là, je crois que le record du monde sans glitch, c'est 18-19 minutes. Et c'est pour ça que ça fait part au jeu. Mais ça, c'est pour ça que ça fait part au jeu, en fait. C'est que... Et c'est justement, en fait, si la narration était trop poussée, t'as un film hollywoodien, pas forcément hollywoodien, mais avec une narration ultra poussive, j'adore, hein. Et encore une fois, comme Horizon. Mais oui, mais il faut tout. Il faut tout. Mais c'est pas le but de Zelda. Le but de Zelda, on est tellement habitués. On est tellement habitués maintenant, je trouve, à ce genre de jeu que quand il y en a un qui fait un pas de côté et qui propose autre chose, forcément, c'est génial. En fait, là, tu crées ta narration. C'est tout l'intérêt, je trouve, de Zelda. Et d'ailleurs, nous, on avait. Et du coup, en plus, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Voilà. Et nous, on n'avait pas du tout fait la même chose. Moi, j'avais fait tout le tour de la carte. Je me rappelle. C'est ça. Et après, j'avais fait l'émission. Ce qui est impossible à faire avec Horizon. Moi, j'ai fait une sorte d'essuie-glace. En fait, je suis parti au village Cocorico. Et après, j'ai remonté vers les auras. Et puis, j'ai fait une sorte d'essuie-glace. C'est ça, toi, t'explorais tout. Dans le sens inverse du monde. Et j'ai tout traversé. J'ai fait toutes les missions que je pouvais. Alors moi je suis parti à l'exploration, rien à foutre de Zelda. Moi, j'étais en mode je découvre le monde, hein, donc on va le découvrir. Et c'était trop kiffant. Le but aussi. Et c'est ça qui te donne que je trouve génial en fait, c'est que des fois en fait on fait pas assez confiance aux joueurs et du coup tu sais on a envie de les guider. Mais le fait du coup de te guider, ça fait qu'en fait
t'oses même pas l'explorer comme on disait tout à l'heure, parce que t'as peur d'aller dans une zone que tu vas explorer plus tard dans une mission, etc. Et du coup, t'es trop sur des rails, alors que t'es dans un open world, mais t'es trop sur des rails. Que là, le fait de pouvoir faire tout dans l'ordre que tu veux, ça offre une sensation de liberté. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand je commençais à parler de la claque un peu que j'ai eue avec Breath of the Wild. J'ai vraiment eu l'impression, je pense que je l'ai eu. Tu te rappelles, j'en parlais dans le précédent podcast pour Super Mario. Quand j'ai joué au premier Super Mario, que je suis passé du 2D à la 3D, j'ai eu un sentiment d'émerveillement, de possibilités infinies, que je pouvais aller où je voulais. Et je trouvais ça magique en fait. Et je trouve que Breath of the Wild m'a fait la même chose. En fait, mais dans le style open world. Ce côté émerveillement, et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. T'as pas de limite en fait. Tu fais ce que tu veux. Tu montes sur la falaise qui est là. Alors après, t'es limité. Mais t'as des contraintes par ton endurance. Oui, t'es limité avec l'endurance, t'es limité avec les températures, t'es limité avec plusieurs choses. Mais du coup, c'est des trucs que tu peux contourner si tu veux. Via l'apprentissage. Aussi. C'est ça, tu réfléchis, tu fais attends, je sais que je peux aller partout, mais là je peux pas parce qu'il y a tel ou tel obstacle, je réfléchis à comment je fais pour les contredire. Et il te le montre dès le départ dans tout le niveau là, dans le plateau du prélude là au début, c'est une sorte de tutoriel géant. Tu sais, il y a un sanctuaire tu dois aller qui est en haut d'une montagne avec de la neige. Et du coup, y a... je me rappelle de ça. Moi je me gelais en courant pour y aller. Mais ça, c'est ce que j'avais trouvé énorme à l'époque, c'est que moi, en fait, j'avais vraiment suivi les directives du vieux qu'on voyait. Qui te dit, je sais plus quoi, tu vas dans ma cabane, et dans sa cabane, je crois, il y a un livre de recettes qui t'explique qu'il faut pêcher un poisson et un piment, je sais pas, pour faire un plat. Et en gros, ce plat, il te réchauffe, et du coup, tu peux aller dans la neige. Donc j'ai fait, c'est cool. Et pour moi, c'était ça. Et puis du coup, après, j'allais voir des avis d'autres personnes. Et tu te rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient fait des choses mais complètement et qui n'avaient pas du tout réfléchi de la même façon que moi. Il y en avait qui disaient en fait non, tout simplement en fait je me suis fait un feu et puis j'ai pris une torche, un bout de bois. C'est vrai. J'ai fait une torche. Et en fait avec la torche tu peux. Tu te réchauffes. Voilà. Ouais. C'est ça. Il y a une mission. Non, tu faisais la recette. Non oui moi c'était ça. Tu faisais la recette au vieux et le vieux t'offrait une tenue qui te tenait chaud et qui te permettait d'avoir ça. Mais si au lieu de lui donner la recette, si tu la mangeais, c'était une recette qui te tenait chaud. Tu vois, il y avait tout un délire comme ça. T'as plusieurs. Ouais, ça c'est très très puissant quand même. T'as plusieurs possibilités pour arriver à ta destination. Et même quand tu finis le jeu, tu te rends compte qu'il y a certaines possibilités que t'as pas explorées. Ah, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et puis c'est ce qui est génial. En même temps, même je trouve que niveau marketing, c'est fou. Parce que du coup, tu sais ce qui fait qu'un jeu cartonne, c'est quand ça va faire du bruit en dehors du jeu. Que les gens vont faire des vidéos YouTube pour expliquer tiens, j'ai découvert tel secret, tiens, j'ai découvert telle technique. Moi, le jeu qui a complètement buzzé à l'époque, c'était en 2013, c'était GTA V. Ce jeu, j'avais jamais vu une explosion comme ça sur YouTube. 2 tutos, c'est pour comment faire du fric dans GTA Online, ou alors il y avait le mystère de GTA V avec des ovnis, etc. Tout le monde était à la recherche des secrets de GTA V. Il y avait des dizaines, il y a des chaînes YouTube qui ont explosé grâce à GTA V, grâce à ça. Et c'est ce qui fait que ça participe au carton du truc. Et du coup, Zelda participe aussi à ça, parce que t'es trop curieux de voir, j'ai trouvé une technique pour... et là, dans le prochain, dans Tears of the Kingdom, mais... ça va être fou. J'imagine déjà les vidéos, les 10 armes insolites à faire dans Tears of the Kingdom, les 10 armes, enfin ça va être un délire, ça va être... Et encore, on sait pas tout ce qu'il va y avoir comme possibilité, mais... Oui, ça fait penser à un truc sur Breath of the Wild que j'ai vu qu'à la fin, c'était le fait de pouvoir faire du snowboard presque sur ton bouclier. Mais ça c'est énorme. Ça c'est clair. Trop ça bien. Change la vie en plus. Te change la vie, c'est un délire. C'est trop fun. Mais t'apprends ça à la fin du jeu. Moi j'avais eu du bol parce que j'étais tombé. J'avais quand même joué pas mal d'heures, mais j'étais tombé sur des mecs qui justement faisaient une course de surf comme ça sur de l'herbe. Je crois derrière le château d'Hyrule ou je sais pas quoi. Et j'étais tombé sur eux et c'est eux qui me l'avaient appris. Et c'est ça que je trouve ultra marin bien fait, c'est qu'en fait y a des on t'explique pas le gameplay, hein. Donc il y a plein de trucs que tu dois découvrir toi-même. Mais par contre des fois il y a des petites aides avec des petites missions secondaires qui vont t'orienter pour utiliser telle ou telle arme, etc. Donc c'est ça qui est bien foutu. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas appuie sur B pour mettre sur ton bouclier et puis surfe dessus. Non, c'est que tu vois des gens faire un truc,
te dis bon bah s'ils le font, bah, je peux le faire, je vais essayer. Et tu finis par réussir. Mais c'est ça qui fait que tu te mets, et qui te pousse à l'immersion dans le jeu, c'est le fait de parler à tous les PNJ qu'il y a dans le monde te permet de découvrir des possibilités de gameplay, des possibilités de recettes et te permet de faire des nouvelles choses. Mais c'est vrai que si tu ne le fais pas, c'est vrai que tu as les recettes aussi. oui, Ça c'est très intelligent. C'est qu'il n'y a pas de recettes. Il n'y a pas de recettes. C'est toi testes tes recettes et je pense que alors peut-être que si au bout d'un moment j'avais certaines recettes que je savais me faire qui étaient plutôt pas mal, mais t'es toujours tenté quand même de rajouter des ingrédients pour voir ce que ça va rajouter. Trop. Est-ce que tu peux pas les booster? Est-ce que tu peux ça, pas... ma fille c'était son dada. Ah elle se prenait tous ces petits fruits et des fois elle faisait des mélanges. Ouais. Elle avait même créé un mélange, une potion magique. En fait, c'était tellement n'importe quoi. Elle avait mis des insectes, du crapaud, je sais pas quoi. Mais elle avait créé un sortilège. Ouais, et puis du coup, que j'avais jamais fait. C'est génial. Je sais même pas. En fait, il doit y avoir maintenant un listing de je sais pas combien de recettes. Je sais même pas combien il y en a en tout. Oui, ce serait intéressant de savoir le nombre de recettes qu'il y a. Et du coup, moi en plus, moi tu sais, j'en ai déjà parlé, genre dans Red Dead et tout, j'adore moi le côté roleplay dans un jeu. Et du coup, ce côté-là, en fait, moi, ça m'a apporté du roleplay. Je surkiffais. Totalement. Tu sais, c'est un peu comme dans Red Dead, on pouvait faire des bivouacs. Tu sais, même nous, on faisait Red Dead Online. Et tu sais, on se faisait un petit bivouac et puis on mangeait dans la réalité. On était posé en train de regarder la nature, tu vois. Et dans Zelda, c'était pareil. Je kiffais, genre, il commence à pleuvoir. Vas-y, je vais me foutre un peu sous une cavité d'une montagne. Je vais me faire mon petit feu parce que tu fais tomber tes bouts de bois. Tu fais tomber un silex. Tu donnes un coup d'épée, ça fait des étincelles, ça prend feu. Et puis de là, alors je sais plus si tu pouvais faire tes recettes. Non, ouais, tu pouvais pas. Tu pouvais dormir, je crois. Tu pouvais dormir pour faire passer le temps. Fallait un bol. Fallait que tu aies un bol. Mais je crois que les recettes, je crois que c'était qu'à certains endroits justement où il y avait le bol au-dessus du feu de camp. Il me semble. Hein. Ok. Vous nous dites si on se trompe, mais il me semble que c'est ça. Tu pouvais pas créer toi-même ton endroit pour faire tes recettes. Ça, il me semble que. Ouais. Par contre, tu pouvais ça pourrait être bivouaquer. Cool faire dans... mais trop. Et tu pouvais par contre bivouaquer n'importe où, contrairement à Red Dead. Oui, mais avec la technique que je t'ai dit de balancer le bois. C'est ça. Mais Red Dead, tu pouvais Red Dead, tu pouvais bivouaquer un peu où tu voulais, mais tu sais, genre tu disais bivouac et il y avait une cinématique et il bivouaquait genre un tout petit peu à côté de là où t'étais, à des endroits prévus, on va dire. Tu vois, il y avait un délire comme ça. Et c'était déjà cool, quoi. Oui, c'est clair. Mais du coup, moi, Zelda, j'adorais vraiment ces moments où, comme il pleuvait, trucs comme ça, et au lieu de faire passer le temps, je me disais, non, vas-y, pose-toi. Et puis je me posais pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et je faisais plein de recettes. Je me faisais tout mon stuff de recettes, avec tous les trucs que j'avais ramassés, etc. Je kiffais, quoi. Pour les véganes, c'est relaxant. Il n'y a pas de souci. Oui, tu peux être vegan. C'est ça en plus qui est ouf. C'est trop bien. Tu peux être vegan dans le jeu, tu peux te faire exactement les mêmes recettes, mais avec des champignons. C'est ça. Je trouve que le choix de faire ça, en fait, c'est un choix qu'on te donne. J'ai trouvé ça. Et ça, pareil, moi, je tuais à tire-larigot les animaux, moi, j'en butais je sais pas combien. Et j'ai appris plus tard que tu pouvais faire tout le jeu en étant vegan. Je trouve que c'est trop marrant, quoi. Surtout que la faune et la flore, elle est monstrueuse aussi dans le jeu. C'est tellement beau, quoi. C'est merveilleux. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, avant, tu vois, j'étais pas tiré par Zelda. Mais là, quand j'ai joué à Breath of the Wild, j'avais l'impression qu'il y avait un mélange de Mario et de Tolkien, de Seigneur des Anneaux. Tu faisais un mélange des deux et t'avais Zelda Breath of the Wild. C'est pour ça que j'étais en kiff total. C'est un style artistique à la Ghibli. Il y a du Seigneur des Anneaux pour le côté un peu héroïque fantasy finalement. Tout à fait, clairement, l'inspiration Ghibli, elle est plus que là. Puis même les couleurs, en fait, ça fait du bien, tu vois. Moi, c'est vrai que, comme je dis, j'adore The Last et tout, mais c'est ultra sombre, ultra crade, ultra truc comme ça. Et je t'avoue que moi, ça fait du bien. Je comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus de jeux qui tentent des jeux dans ce style-là, en fait. Tu vois, genre, il y a même Genshin Impact qui est sorti plus tard, qui cartonne. C'est vrai. Même Fortnite, finalement. Fortnite, c'est un style un peu plus cartoon, tu vois. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas des gros studios, tu vois, même chez Sony, par exemple. Tous leurs jeux first party, c'est que des jeux un peu sérieux, solo narratif, c'est génial, mais je comprends pas, même pas pour eux en termes de marketing, etc. Pourquoi ils n'ont pas une licence qui est vraiment orientée dessin animé, j'ai envie de dire, et ça offre en plus des possibilités que je trouve géniales. C'est ça. Je trouve que là, l'avantage pour Breath of the Wild de sortir un peu de ce côté photoréaliste, qui est très cool, hein, mais on veut toujours aller plus loin dans le photoréalisme. Là, Breath of the Wild, je trouve que graphiquement, la direction artistique fait que c'est génial. Et le 2 d'ailleurs, dans la bande-annonce, j'ai pas l'impression qu'il y a un gap
au niveau du graphisme. On est sur la même chose. Et pourtant, ça on est choque sur la même personne. console, de toute façon. Donc, Ouais, voilà, oui, tout à on est fait, sur la tout même à fait. console. Mais c'est pas gênant. Pas du tout. C'est... Après, on pourrait se dire que ça pourrait être toujours mieux, tu vois, avec la puissance d'une PS5, t'imagines les graphismes de Zelda, enfin, ça serait encore plus fou. Mais en fait, je pense qu'il faut pas voir les choses de cette façon-là, parce que je me dis qu'en fait, si Nintendo, ils avaient plus de puissance, peut-être qu'en fait, ils mettraient moins d'efforts à créer toutes ces possibilités sur l'animation et tout. Ouais. Oui, mais oui. Voilà, ouais. Ils savent qu'ils sont bridés par la puissance, du coup, s'ils veulent se démarquer, il faut qu'ils agissent de l'autre côté. Donc peut-être qu'ils feraient les deux, j'en sais rien, s'ils avaient la puissance. Mais je me dis que, tu vois, inconsciemment, et puis même des fois techniquement, tout simplement, quand tu as des putains de textures, etc., forcément, c'est des trucs qui sont peut-être un peu moins faciles à déplacer, des armes un peu plus difficiles à couper, parce que ça demande beaucoup plus de ressources. Enfin, tu vois, il y a tout un délire qui rentre en jeu, quoi. Donc, mais bon, c'est vrai que Zelda, je pense que là, ce Tears of the Kingdom, il y avait beaucoup de gens qui espéraient un peu une Switch 2 pour qu'il y ait un petit boost quand même de puissance, parce que bon, il y a quand même, je me rappelle, il y avait quand même des ralentissements, il y a quand même des textures qui pop, etc. Tu te dis avec une console un petit peu plus puissante, il y aurait un petit confort visuel qui serait pas à négliger tout de même, quoi. Après, je pense qu'on l'aura un petit peu. C'est sûr que ça sera pas une claque par rapport à Breath of the Wild, mais je pense qu'il y aura quand même une certaine différence, même si là on peut pas trop le voir, j'ai envie de dire, sur le teaser. Mais après à voir. C'est pas ma grosse attente après ça. Après moi je m'attends aussi que s'il y a une Switch 2 qui sort d'ici 1 ou 2 ans, j'imagine bien qu'ils vont ressortir le jeu en version un peu boostée ou je sais pas quoi. Ok. Ça peut faire partie des trucs, je pense. Ça se peut, après j'en sais rien, mais ça se peut aussi. D'ailleurs, du coup, c'est une question que je me suis posée. On s'est posé du coup la question sur la narration de Breath of the Wild. Ouais. Je me demande un peu comment ils vont narrer l'histoire de Tears of the Kingdom. Et je me suis dit, parce qu'il y a un truc, le dernier trailer qui est sorti, là, qui est très épique, vraiment centré sur l'histoire, etc. Ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'en fait, ils ont repris exactement la même recette que la dernière bande-annonce d'histoire de Breath of the Wild. Ça démarre exactement de la même façon, avec une vue du ciel, et puis après des décors, et puis Link qui apparaît, et puis des brides d'histoire, etc. Et je me suis dit, c'est une question que je me suis fait, mais juste avant l'émission, je te jure. Je me suis posé la question, je me suis dit, parce que je réfléchissais à l'émission en même temps, est-ce qu'on allait parler, etc. Et je me suis dit, une question que je ne m'étais pas posée, je me dis, mais imagine, ils reprennent exactement la même recette. Et du coup, je me suis amusé à le transposer dans Tears of the Kingdom. Et je me suis dit, imagine toute cette bande-annonce là, d'histoire qu'on voit, où on voit le retour de Ganondorf, on voit Zelda qui semble en fait, elle tombe dans un trou, et puis on a l'impression en fait qu'elle est téléportée peut-être dans un autre monde ou une autre temporalité, on sait pas trop, il faut que Link aille la sauver, enfin, on sait pas trop tout ça. Et je me dis, imagine, ils refont le coup, quand tu démarres le jeu, et en fait, tu es dans un sanctuaire, etc., tu ouvres, et tu es sur les îles célestes qu'on voit dans le ciel, etc., et tu as une sorte de plateau du prélude qui va te présenter tous les nouveaux pouvoirs, une sorte de tuto, etc. Mais tu démarres, tu es un Link, on ne sait même pas est-ce que c'est le même Link que de Breath of the Wild. Et pareil, il va y avoir des souvenirs que tu retournes trouver partout un peu sur la map, sur les îles célestes, et que toutes les vidéos qu'on a vues là dans la trailer, en fait, c'est dans la bande-annonce de Breath of the Wild, ça faisait partie des souvenirs qu'on débloquait au fur et à mesure du jeu. Et ça, je me dis, est-ce qu'il va pas y avoir un délire ? Et moi, je kifferais en fait. Je kifferais repartir. T'as l'impression, dans Breath of the Wild, tu démarrais, tu ne connaissais rien, et tu savais que tu ne connaissais rien, t'avais tout à découvrir. Là, t'arrives dans Tears of the Kingdom, tu penses savoir ce qui s'est passé, mais ça se trouve, je sais pas, par exemple, t'es pas dans la même temporalité, t'es soit dans le futur, soit dans le passé, mais tu vas le découvrir au fur et à mesure du jeu. Tu le découvriras peut-être dans 50 heures, la solution de l'histoire, tu vois. Et je me dis que ça peut être un délire. Ça peut être pas mal, ouais. Ouais, de jouer du coup sur nos attentes, de croire qu'on sait alors qu'en fait on ne sait pas. C'est ça. De faire genre on a intelligent. De jouer en fait sur les souvenirs, mais sur les souvenirs nous qu'on a de Breath of the Wild et les transposer du coup. Par exemple, Je me dis, je sais pas. Je suis assez curieux, mais je me dis que c'est possible, en possibilité, qu'ils reprennent le même style de narration. Après, j'en sais rien parce que tu sais, il y avait la bande-annonce qui était il y a 3 ans, je crois, où tu voyais Link et Zelda qui étaient dans une grotte et puis ils tombaient sur la momie de Ganondorf. Oui. Et puis c'est là que Zelda tombait dans le truc et tout. Donc t'as l'impression que c'est limite une cinématique de début de jeu. Mais ça se peut aussi qu'il y ait cette cinématique, que Zelda, tu sais, elle tombe dans le gouffre. Link, il veut la récupérer, mais sa main commence à se faire maudire, etc. Et hop, blackout.
Et là, tu te réveilles dans un sanctuaire et puis tu ouvres, t'es un autre Link habillé différemment, t'es dans les étoiles, enfin t'es dans le ciel, etc. Ça se peut être ça aussi, tu vois. Il y a une petite cinématique d'intro qui te présente le problème et après, bah, t'es balancé, voilà. Parce que moi, je pense que de toute façon, ils vont nous balancer. Enfin, une des forces de Breath of the Wild, c'était ça. C'était qu'en en 30 secondes, ça y est, tu jouais en fait. Il n'y avait pas. Maintenant, dans beaucoup de jeux, tu as des putains de cinématiques dès le début du jeu qui te présentent un peu le lore, l'histoire, etc. Là, Zelda, tu démarrais, tu étais dans une grotte, dans un sanctuaire, et tu sortais du sanctuaire, et le jeu démarrait directement. Ouais, il y avait du gameplay tout de suite, quoi. Et je pense que ça, ils vont le garder. Parce que je me dis qu'il y a plein de gens aussi qui vont commencer avec Tears of the Kingdom. Et du coup, je me dis que ça serait la recette parfaite. Je me suis fait vraiment la réflexion là, juste avant l'émission. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé sous ce prisme-là. J'étais vraiment parti dans le délire que non, il y aura une cinématique. Limite, on va rejouer Link avec sa tenue des prodiges. Il va y avoir toute une intro où tu seras avec Zelda dans le château. Je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi j'étais parti dans un truc beaucoup plus cinématographique finalement. Et je me dis, bah en fait, pourquoi ils partiraient dans un truc ultra cinématique? C'est la suite. Pour moi, ils vont garder la même recette et ça serait ultra intelligent pour continuer la progression. Et puis justement, pourquoi la map elle est devenue comme ça? Parce que au début, on pensait que c'était des parties d'Hyrule qui montaient dans le ciel. Sauf qu'on se rend compte que bah non, en fait, c'est des îles, mais avec des décors qu'on ne connaît pas. C'est pas des parties d'Hyrule qu'on montait, tu vois. C'est d'autres parties. Alors, elles étaient où? C'est quoi leur histoire, etc. Enfin, il y a trop de trucs. Ça va être Après, passionnant, quoi. Ça va être. Ouais, et je pense je sais pas comment ils vont faire parce que tu as l'impression en plus qu'ils vont jouer tu le disais en expliquant un petit peu la narration des précédents jeux Zelda où ils jouaient beaucoup sur les temporalités. Et donc là, Bah justement, c'est pour ça que j'ai bien appuyé ça quand je faisais mes jeux que j'ai fait moi. ouais, C'est que c'est vrai, même ça semble Ocarina être of le cas Time, aussi. Ouais, Ocarina of Time, en fait, tu joues un Link enfant et un Link adulte. Et comme ça, y a, pareil, c'est la même map, sauf que il y a des choses que Link enfant peut pas, il peut passer dans des petits chemins, tu vois. Alors que Link adulte, lui, il peut se battre ou il peut, je sais pas, couper un arbre, il a plus de force, tu vois. Donc il joue avec ses. Et dans la licence, a priori, ils aiment beaucoup jouer avec ça. bah c'est ça, Avec c'est ces ça. Ouais. doubles maps, avec ces doubles trucs. Et je me dis, est-ce qu'ils nous le feraient pas là pour un vrai Zelda en 3D surtout qu'ils réutilisent la même map. Donc est-ce Bah, que c'est ça ça, serait c'est pas ça. pour nous C'est tout surprendre l'intérêt, avec ouais. Moi je me dis, ça c'est une des rumeurs qui traînent, qu'il y ait deux temporalités. Parce qu'en plus on voit que Zelda, elle tombe dans ce trou et elle a la tenue, tu sais qu'elle a la fin de Breath of the Wild. Oui. Et alors Et que d'un quand coup, elle a pu la quand on la tenue, ouais. revoit, Ouais. ouais, quand on la revoit dans la bande-annonce et tout, on la voit avec une autre tenue. Et elle dit, il faut que tu me retrouves, etc. T'as l'impression qu'elle est, alors je sais pas où, quoi. Mais est-ce que c'est un overworld, tu vois, comme je te disais avec Link to the Past, t'as un monde Ouais. un peu démoniaque ou je sais pas quoi. Ou est-ce qu'elle est dans le passé? Parce qu'il y avait, je me rappelle dans Breath of the Wild, il y avait toute une légende sur un héros, je crois, qui a 10 000 ans, qui avait vaincu Ganondorf, et que depuis il sommeille. Enfin, il y avait toute une histoire, il faudrait que je revoie cette histoire de ouf. Mais est-ce qu'on serait pas genre 10 000 ans plus tôt? Tu vois, un délire comme ça, j'en sais rien, tu vois. Et En fait, c'est pas. mais Ouais, c'est les ancêtres de Link et Zelda. C'est pas les Link et Zelda qu'on connaît, c'est leur. Ouais, mais peut-être que du coup, et par exemple, ça c'était une théorie qu'on avait fait d'ailleurs dans The Last of Us, où on pensait qu'on allait jouer, tu sais, dans les théories que j'avais citées, j'avais dit que ça serait marrant que par exemple on croit qu'on joue avec Ellie tout le Ouais. jeu, puis on se rend compte qu'en fait Ellie avait une sœur jumelle et que depuis le début on jouait avec sa sœur jumelle, tu vois. Ouais, oui, mais ça Bah pourrait là, ça être ce pourrait être style-là. Oui. un peu ce style-là où on pense jouer Link et on se rend compte qu'en fait on joue Link, mais il y a 10 000 ans. Ouais, c'est ça, Parce que exactement. et en fait, et au bout d'un moment, il va y avoir une connexion entre les deux temporalités et les deux pourront interagir. Je sais pas, j'en sais rien, tout. On part dans des théories, tu vois. Mais ça serait pas déconnant. En plus, ils jouent avec nous, Nintendo, Bah là, parce que très clairement. puis là, du coup, ça respecterait un peu les idées qu'ils avaient eues dans les Zelda précédents. Et oh mon dieu, ce bruit de bouchon qui s'ouvre. J'essaie d'être discret. Ah, pas du tout. C'est un Et, petit Pinot des Charentes. Ouh, petit c'est Pinot bon, des c'est bon. Charentes. Moi, je suis sur le cidre breton, pour le folklore un peu breton, qui ressemble au folklore de Zelda. Tu vois, c'est Exactement. exactement. Non, ça peut être intéressant. Et j'avais, moi, la toute première bande-annonce qu'on avait vue, Mhm. pour le relier aussi à la temporalité, j'ai l'impression, encore une fois, vu que c'est très inspiré du shintoïsme, Zelda,
et du studio Ghibli, forcément, parce que les deux sont inspirés du shintoïsme, ça ressemble beaucoup à Princesse Mononoke, avec ses histoires de main maudite. Ouais. Ah oui, exact. Oui. Vrai. J'allais pas dire ça pour ça, pour l'univers. exact. Mais t'as raison, les Korogu et tout, déjà t'as ça. Et la main maudite, ben, je trouve que c'est ça. Le prince, il a des pouvoirs en plus, mais par contre, il a un temps limité. On sait qu'il va mourir. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça vrai. aussi? Est-ce qu'on n'en aurait pas un temps? C'est vrai, il a une main maudite. Exact. Et ça ressemble, hein. Quand tu regardes la première bande-annonce. Tout. Imagine, non, ça niquerait tout. Imagine, tu démarres le jeu, un temps limité. T'es maudit, et ils te disent, bon, bah, t'as 30 heures pour réussir tel objectif. En fait, ça niquerait tout, là. Non. En fait, j'aimerais pas du tout. Parce que le plaisir de Breath of the Wild, c'est juste. Mais peut-être qu'ils vont faire. Non, mais jouer sur la temporalité. Ou jouer sur la temporalité pour sauver ton futur. Je sais pas. Ouais, je sais pas comment. Ou genre toutes les 30 minutes tu switches de temporalité, c'est un délire comme ça. C'est automatique, tu switches et du coup tu dois ouais, mais après il y aurait ce côté d'urgence. Après pourquoi pas en fait. Ouais, il faudrait pas que ce soit d'urgence. Pas... Oui, faut pas que c'est toujours le problème à nous précipiter, à courir en fait, mais c'est après, pas le but. Oui, mais après pourquoi pas? Parce que Zelda Breath of the Wild, c'était un hymne à la... Je t'ai dit, moi, il m'aidait à m'apaiser quand j'ai des périodes d'anxiété, etc. Il me relaxait, il m'aidait à méditer, ce jeu. Pourquoi? En fait, le 2, ce soit l'inverse. Où là, il te presse dans l'urgence. Et ça se peut totalement, en fait. Que les deux jeux, en fait, soient un tout, en fait. Soit le yin et le yang, en fait, et ils soient basés sur... c'est pas une suite qui reprend la même recette, comme là, je viens de théoriser sur la narration qui serait la même recette. Ça se trouve, ils vont faire l'inverse. Ça va être l'inverse total. Ça se peut aussi, en fait. J'en sais rien. Ou peut-être c'est peut-être une analogie au yin et yang. Peut-être que ce serait dans le même jeu. Genre dans Tears of the Kingdom, tu aurais un moment de calme dans une certaine temporalité et un moment d'urgence dans l'autre. Ça jouerait sur les deux comme ça. Ça serait extrêmement perturbant. mais c'est vrai que là, tu vois, le truc que tu viens de parler du bras maudit, c'est vrai que je l'ai vu dans les bandes annonces. J'avais même pas pensé à Princesse Mononoke, mais maintenant que tu le dis, c'est clair. Et parce qu'on sait qu'ils sont inspirés de ça. Donc, mais je me dis que forcément, il va y avoir une contrainte vis-à-vis de ce bras. Parce qu'on a l'impression que ce bras nous amène des pouvoirs. Que des pouvoirs, on dirait qu'il a plus la tablette Sheikah, mais que du coup, il a des nouveaux pouvoirs et tu as l'impression que c'est un peu le bras qui lui donne. Mais du coup, si c'est une malédiction ou je ne sais quoi, parce qu'il a l'air comme cramé, forcément, il y aura une contrainte. Et puis en plus, Zelda lui dit donne le pouvoir. Alors, qui parle? Est-ce qu'elle a dit ça? Genre Link devrait le donner à Ganondorf pour le maudire lui, je sais pas. Ou est-ce que c'était moi quand je l'ai entendu dans le trailer, quand elle dit ça, j'ai l'impression que ça teasait un deuxième personnage jouable. Moi c'est ce que je me disais. Donc pas jouer en coop, je pense pas en coop. Ouais, alors ça c'était je gros pensais qui... Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on en avait parlé, je me rappelle quand on jouait à Breath of the Wild, toi en plus tu faisais des sessions tout seul, mais tu faisais des sessions donc avec ta fille. Ouais. Et en parallèle, vous jouiez à Mario Odyssey et vous pouvez jouer un peu en coop. Mario, elle pouvait balancer le chapeau, truc comme ça. Il disait, c'est dommage que dans Zelda, il n'y a pas une petite fonctionnalité, tu vois, parce qu'elle était petite en plus, donc tu disais, ça pourrait être cool que moi je fais mon aventure et puis elle puisse m'aider. Voilà. Et du coup, je me rappelle qu'on était parti en théorie. Imagine dans le 2, le jeu, en fait, il soit jouable en coop et tout. Mais, franchement, moi, ça me casserait un peu le délire. Je t'avoue que Zelda, comme on disait, ça travaille beaucoup sur l'imagination, t'as envie de développer ton personnage, t'as envie d'être attiré par ta propre curiosité et tout. Et je pense que c'est un jeu, si tu le fais en coop, tu l'apprécies pas du tout de la même manière, en fait. C'est pas du tout le même jeu. Ou une coop à la Death Stranding, où tu peux communiquer en online avec d'autres joueurs. Ouais, mais alors là, par contre, on est chez Nintendo. Donc, online, à mon avis, c'est clair. C'est mort. C'est clair, c'est mort. Pas ça. Faut payer, en plus. Non, oui, et puis même, c'est tellement la galère, les online chez Nintendo. Ouais, non, c'est sûr. Ils vont pas s'embêter avec ce genre de truc. Mais moi, je pense, du coup, pourquoi pas un deuxième personnage. Donc, il y avait des moments, il y en a qui teasaient qu'on pourrait peut-être jouer Zelda. J'ai pas l'impression que ça se dirige là-dessus, surtout si c'est Zelda elle-même qui dit donne ton pouvoir à je sais pas qui. Mais du coup, pourquoi pas deux Link du coup avec deux temporalités, tu vois, ça pourrait coller du coup. Essaye de contacter ton ancêtre ou j'en sais rien, tu vois, un délire dans le genre. Ouais, mais trop. Mais d'ailleurs, parce qu'on voit les prodiges, on les voit, alors qu'ils sont morts logiquement. Non, on voit pas les prodiges, on voit leurs descendants, justement. Ça a été une question, je crois, qui est pas mal revenue. On voit leurs descendants. Je crois que c'était les... Ok, d'accord. Okay. Non, à chaque fois, je crois pas qu'on voie un prodige d'ailleurs. On voit les nouveaux, on va dire prodiges, parce que c'est leurs descendants à chaque fois, tu sais, qu'on voit dans Breath of the Wild. Et je sais pas si on voit les fantômes des anciens, j'en sais rien.
Mais par contre, un truc qui est très intéressant dans le trailer aussi, c'est qu'on se demandait pourquoi le jeu s'appelait Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume. D'ailleurs, je trouve que c'est un truc qui est très très drôle, c'est que Breath of the Wild, c'est resté Breath of the Wild. À aucun moment on l'a appelé le souffle de la nature, tu vois. Et Tears of the Kingdom, les larmes du royaume, je trouve que c'est classe aussi, mais on continue de le dire, c'est TOTK, c'est Tears of the Kingdom, tu vois. Je sais pas pourquoi Zelda, ça reste en Ocarina of Time, tu vois, ça reste en anglais. Ah oui, c'est vrai. C'est plus classe. Ça cool, ça donne un charme. Ouais. Parce que c'est vrai que Tears of the Kingdom, mais ça envoie du bois. Moi, je me demande toujours quand ils sont en réunion et putain, faut qu'on choisisse le titre du jeu. Faut que ça soit un truc qui a un lien vraiment avec le jeu, mais en plus, il faut que ça en jette, tu vois. C'est tellement important. Et là, Tears of the Kingdom, je trouve que ça défonce. C'est trop bien comme nom. Et du coup, on s'est demandé pendant pas mal de temps, Tears of the Kingdom, les larmes du royaume, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que tu as remarqué ce que c'était dans le trailer? Pas du tout. Pas du tout. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'on voit à la fin Zelda qui a une sorte de bijou dans les mains. C'est un bijou en forme de goutte d'eau. Donc on peut en conclure que c'est ça, les larmes du royaume. C'est des objets, des pierres. Et on remarque que justement les descendants des prodiges, quand ils sont dans les plans avec Link, ben on voit qu'ils en portent genre en collier, ou alors il y en a un qui l'a sur son bras, etc. Donc ces nouveaux prodiges, on va dire, ont des larmes du royaume. Et du coup, bah ça c'était une question qui était assez intéressante. C'était un des défauts qui était revenu dans Breath of the Wild, qui avait déçu, on va dire, les fans de la saga. C'est que dans tous les autres Zelda, il y a des donjons thématisés. Il y a le temple de l'eau, le temple du feu, et c'est vraiment des gros donjons qui sont thématisés sur un truc. Et généralement dans les autres Zelda, en fait, tes armes, en fait, tu les débloquais dans ces donjons. T'arrivais dans un donjon, on t'offrait le boomerang, et d'un coup tu découvrais tout le gameplay avec le boomerang, et le donjon en gros était articulé à faire plein de trucs avec ton boomerang. Comme ça, c'est une sorte de tuto géant limite pour après utiliser le boomerang un peu partout. Après, tu sortais du temple du feu par exemple avec ton boomerang, et du coup dans la map, bah, t'avais plein de trucs à débloquer que tu pouvais pas avant parce que t'avais pas le boomerang, tu vois. Pareil, des fois t'apprenais à sauter, des fois t'apprenais. Enfin, voilà. Et du coup, bah, dans Breath of the Wild, le concept c'est justement de te dire. Bah non, en fait, t'as tout dès le départ. Dès que tu quittes le plateau du prélude, t'as tout. Oui, c'est ça. Tu peux faire le jeu dans tous les sens. Ouais. Et du coup, bah, y avait les créatures divines qui étaient là, mais beaucoup ont reproché, bah, du coup, elles n'étaient pas thématisées, elles se ressemblaient beaucoup dans l'architecture et tout. Pareil, tous les sanctuaires, ça se ressemblait quand même beaucoup. C'était un peu le truc un peu dommage, toujours la même musique, toujours la même architecture. Même si les énigmes étaient ultra cool, tu sais, il n'y avait pas ce charme, tu retiens pas. Toi, je te dis la créature divine de l'oiseau, si je te dis... c'est quoi dans ce donjon qui t'a marqué? Je me rappelle même plus le concept du donjon, tu vois, je suis là, bon. Et ça, c'était une critique qui revenait. Et du coup, c'est un des trucs que tout le monde attend pour le 2, c'est qu'il y ait le retour des donjons thématisés. On n'a pas la confirmation totale, mais dans le trailer, tu vois, par exemple, dans le désert Gerudo, tu vois une structure géante qui sort des sables. Oui, bah, de toute façon, concrètement, il y allait y avoir pas mal de nouvelles créatures, j'ai l'impression. Dont celle que tu dis là, en plus, oui. Et puis non, mais c'est même pas une créature qui sort, c'est que beaucoup pensent que c'est carrément un gros donjon thématisé qui est en train de sortir du truc, quoi. Et à mon avis, ça va sortir à plein de coins de la map, il va y avoir des donjons thématisés. Et du coup, par contre, bah, tout le monde se dit, oui, mais s'il y a des donjons, faut qu'il y ait un intérêt, en fait. Avant, c'était pour aller chercher une arme, sauf que là, c'est pas possible qu'ils réintroduisent ce système d'armes. Parce que tu peux faire tous les donjons dans l'ordre que tu veux, enfin, c'est pas possible. Et du coup, la grosse théorie, c'est comme il y a l'air d'y avoir plusieurs larmes du royaume, bah est-ce que c'est pas ces larmes que tu vas récupérer dans les donjons? Ok. Et en gros, ce serait l'intérêt du jeu, c'est que tu dois aller récupérer des larmes. Alors je sais pas c'est quoi exactement leur pouvoir à ces larmes, hein, j'en sais rien. Mais est-ce que ça serait pas la carotte en fait que dans les donjons en fait tu vas récupérer ces larmes? C'est des objets que tu dois trier, je sais pas combien il y en a. Il y en a qui, je crois qu'ils misent sur 7 ou 8, je crois, j'ai entendu. Mais après je sais même pas pourquoi ils se basent là-dessus. Mais voilà. Je trouve que c'est une théorie qui serait assez intéressante. Comme ça permettrait de faire les donjons dans l'ordre que tu veux. On aurait les donjons thématisés qui pourraient être cool. Et voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Sachant qu'après, bon, les villages pour moi, alors c'est pas des donjons, certes, hein, mais les zones, par exemple la zone des Gerudo, c'était quand même très thématisé au niveau de la lave, au niveau du. C'est vrai. C'était chaque domaine, en fait, chaque zone qu'on faisait, même le désert. Moi, me suffisait en termes de thématique. C'est vrai.
Ouais, après, est-ce que les donjons... Oui, mais c'est parce que t'as pas fait les anciens Zelda, voilà. et tu connais pas la puissance de ces donjons qui sont cultes dans la licence Zelda, en fait, c'est ça. C'est un peu le côté culte, tu vois, c'est comme Mario. Si là il y avait un jeu, il n'y avait pas le royaume champignon, je sais pas quoi, ça te manquerait un peu, il y a un délire. Madeleine de Proust. Oui, non, mais c'est ça. Mais en même temps, moi je peux comprendre que c'est beaucoup plus marquant, et même c'est impressionnant. Moi je l'ai vu du coup après dans Elden Ring, quand j'ai joué à Elden Ring, tu sais, je te le disais, que je kiffais en fait quand j'arrivais dans une zone, et ben, je voyais le château où il y a le boss de la zone à aller tuer. Sauf que je faisais tout autour de cette zone pour me stuffer, etc. Et je me disais un jour, bon bah, même j'étais au taf et je me rappelle, j'y réfléchissais à Elden Ring. Je me disais, attends, bah ce soir, non, je suis bien stuffé et tout. Bon bah ce soir, le rendez-vous est pris, je monte au château, tu vois. C'est le château que ça fait 10 heures que je tourne autour, mais que je le vois, de tous les angles de vue, je le vois, ce putain de château. Et bah le jour où tu te dis, allez go, ce soir, je vais au château et j'affronte le boss. Bah, ça crée un délire, tu vois. Et là, j'aimerais bien que dans Zelda, ce soit ça, c'est que tu voies le temple, tu fasses toutes tes affaires autour, et le temple, un jour, tu vas faire, bon, bah, ce soir, je me fais le temple de l'eau. Et c'est ta soirée, ça sera ton temple de l'eau, tu vois. Et ça peut être trop génial. Ça peut être, en termes, je te le dis, en termes de sensations, ça peut être juste génial. Ouais. Donc, voilà. C'est clair. Je t'avoue que moi ça me, et ça du coup je l'ai pas connu vraiment dans les, parce que je sais que dans Link to the Past il y a des donjons comme ça, mais après c'est un 2D donc c'est pas du tout pareil. Oui c'est ça, ouais. Minime quoi, donc bon voilà. Parce que la stratégie oui, en plus d'ailleurs dans Zelda Breath of the Wild, la nouveauté c'était les sanctuaires, du coup ça a remplacé un petit peu les donjons, quoi. Même si du coup tous les sanctuaires se ressemblaient, c'était plutôt cool parce qu'il y avait cette recherche un peu stratégique de alors comment faut faire, là il y a une certaine logique et réflexion à avoir pour pouvoir finir le sanctuaire, mais c'était propre à Breath of the Wild, ça je pense, je dis ça, mais... Oui c'est propre à Breath of the Wild, ça. Et c'est vrai que ça moi je trouvais que c'était je trouvais que d'ailleurs il y a plusieurs trucs on veut dire pour t'amener à l'exploration, parce que moi je trouvais que les sanctuaires en fait ça servait aussi pour l'exploration, ça te faisait monter bien sûr ton endurance ou ta santé, mais ça t'aidait, t'avais tout le temps envie d'explorer parce que tu savais qu'il y avait je sais pas combien de sanctuaires. Et il y avait aussi les Korogu, et ça je trouve c'est ultra intelligent, parce que les Korogu il y en avait plus de 900, sauf que les Korogu, je sais pas si t'avais entendu, si t'arrives à avoir les 900, tu sais c'est quoi que t'as en récompense? C'était pas une crotte d'or ou tout ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est une crotte d'or. Mais je trouve que ça résume totalement en fait le truc, parce que le but des Korogu, c'est pas de les avoir tous. Parce que les Korogu, ça t'augmentait la taille de ton inventaire, et il me semble qu'il suffisait d'en avoir 300 pour avoir ton inventaire gonflé au max en fait. Okay, et après le reste, c'était juste du bonus. Mais je pense que le but, c'était pas de collectionner tous les Korogu. Ils savaient, Nintendo, qu'il y en aurait, qui seraient des acharnés, qui voudraient tous les Korogu. Et du coup, ils ont fait cette petite blague à la fin. Mais le but justement des Korogu, c'est pour te pousser à la découverte, mais t'es pas une collectionnite. Faut pas être stressé à te dire il faut que j'ai tous les Korogu dans chaque. Non, c'est juste à picorer. Tiens, tu fais une énigme. Oh bah celle-là je comprends pas, je sais pas, je passe à autre chose. Enfin, je suis pas obligé de fouiller partout pour les Korogu. Mais quand tu vas aller explorer, si tu tombes sur un Korogu, tu seras quand même content d'avoir été explorer cette roche, etc. pour ça. Contrairement au sanctuaire, où là, chaque sanctuaire t'apporte des trucs qui vont te faire augmenter ta barre de santé et d'endurance. Et du coup, je crois qu'il y a 125 sanctuaires, il me semble. Ok, je me souviens pas du tout. Je sais plus. Il me semble que c'est ça, 125. Et je sais que moi, quand j'ai fait le jeu, donc sans me renseigner sur internet et tout, et il me manquait un seul sanctuaire. À la fin du jeu, un seul sanctuaire. Et du coup, ça m'a fait chier, parce que je me dis, merde, j'ai l'impression d'avoir fait toute la map, tu vois, en fond en large. Et il m'en manquait un, et du coup je me disais bon c'est con quoi, pour un sanctuaire il faut que je l'ai quoi, parce que voilà. Et du coup là j'avais été sur internet et je faisais tous les sanctuaires un par un, et heureusement j'ai pas eu à me taper les 125 sanctuaires, je crois que j'ai dû en faire une trentaine, et au bout du 30e j'ai trouvé le bon sanctuaire qui me manquait. Okay. Mais du coup voilà. Mais voilà, je trouve que c'est ultra intelligent, ne serait-ce que pour te pousser à l'exploration en fait. Il faut trouver des techniques pour donner de l'intérêt à l'exploration. Comme les fées. Comme les fées aussi d'ailleurs. J'aimais bien le principe des fées géants. Oui, les fées qui améliorent tes tenues, c'est vrai. C'est ça, ouais, mais il fallait les payer. Des fois, ça valait 5000 rubis. Merci, quoi. C'était ultra cher pour... C'est ça. Moi, je voulais garder mes rubis pour avoir ma petite maison.
dans le village. Toi aussi, t'as fait ta petite maison. Ah bah bien sûr. C'est Moi, trop j'exposais bien, justement mes armes un peu légendaires, mes Pas le armes barbare. de prodige. Moi, elles étaient explosées dans ma baraque et tout, quoi. Je les utilisais pas, moi, je les. Ah, ça c'était Et cool. d'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs. Donc pareil, là encore, on est sur des théories. Mais tu sais, il y avait un village, c'est le village d'Eusebio ou un truc comme ça, je sais plus, tu sais, qui est tout en haut de la map. Et c'est justement les mecs qui t'ont construit ta baraque. Après, ils vont dans un autre bled et tu dois leur amener du bois, etc. Ah Et oui, petit tu à petit, ils construis ton construisent propre un petit village. Oui. C'est ça. Il y a pas mal de rumeurs qui voudraient que en fait, ce soit une des parties de Tears of the Kingdom. C'est un truc aussi qu'on avait parlé dans Red Dead. Parce que je sais pas si tu te souviens, dans Red Dead, ça se joue quand même sur la temporalité. Et il y a certains bâtiments qui sont en construction au début du jeu. Et à la fin du jeu, ils sont construits. Oui. C'était à un degré minime dans Red Dead, même si c'était un peu une nouveauté. Ça en parle beaucoup pour le prochain GTA 6, qui serait sur 2 temporalités. Alors c'est des rumeurs ça aussi, mais ça serait sur 2 temporalités, une dans les années 90 et une à notre époque actuelle, parce qu'un des personnages finira en prison, et du coup ça serait un peu inédit dans le jeu vidéo, c'est qu'il y aurait une map qui aurait deux temporalités, tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que ce serait pas le cas de Tears of the Kingdom? Comme on voit qu'il y a pas mal de pouvoirs de construction, tout ça, qui a eu ce village de The Bio, c'était comme si c'était une petite bêta pour Tears of the Kingdom. Est-ce que la map de Hyrule ne va pas se construire au fur et à mesure du jeu? Et ça serait On voit qu'il y a pas mal de. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des villages qui vont être en construction? On voit que tu sais, il y a pas mal de possibilités. Tu peux tracter des villageois dans des calèches, etc. Est-ce qu'il va pas y avoir des missions de construction voilà. Donc ça, c'est des rumeurs, encore une fois, mais ça participerait au truc. C'est en plus qu'on ait chacun notre aventure parce que chacun agit différemment avec toutes les possibilités. Et ce qui est, à la fin du jeu, on aurait chacun un peu notre Hyrule qui serait un peu Oui. Bah, sachant construit, voilà, j'en sais rien, tu vois. Sachant qu'on a l'impression qu'on peut aller très très loin dans les constructions, parce qu'on peut associer 2 armes ensemble, mais on peut aussi construire des bateaux, enfin ce qui semble être des bateaux, des engins Et je me roulants. dis qu'ils nous ont montré qu'un truc Une infime. petite partie, ouais. Parce qu'ils avaient fait pareil dans Breath of the Wild. Breath of the Wild, je crois qu'ils avaient carrément joué pendant presque une demi-heure ou une heure que dans le plateau du Prélude. Et ils s'étaient ils s'étaient fait défoncer. On leur avait dit mais c'est vide votre truc, votre jeu, il se passe rien, etc. Et en fait, c'était que le plateau du Prélude. Mais ils l'avaient pas dit. Ils ont eu les couilles d'aller présenter leur gameplay comme ça, quoi. Et là, je me dis, c'est un peu pareil. Je pense que là, ils nous présentent ça en gameplay, mais c'est infime en fait. C'est infime niveau possibilité. Ils nous ont pas tout dévoilé, tu vois. Et il va y avoir encore plus de trucs et plus de possibilités de construction. En fait, c'est Minecraft Breath of the Wild. Après à voir, parce qu'il faut pas que le jeu devienne trop brouillon, etc. Après, je fais confiance à Nintendo pour ça. Oui, ils ont quand même le don, je trouve, Nintendo parce que pareil, en fait, quand tu regardes comme ça, tu dis oh putain, ça va être un peu complexe là, de construire un drone qui vole ou je sais pas quoi. Enfin, mais moi, je me dis que ça va être ultra progressif. Et tu vas apprendre à faire des trucs petit à petit, tout doucement. Peut-être que je me disais, tu vois, le sorte de glu là, qui colle pour coller 2 planches ensemble. Moi, je me dis, pourquoi pas, ça soit un truc qui se rajoute, en plus de ton endurance qui augmente, en plus de tes cœurs qui augmentent. Je pense qu'ils vont reprendre la même mécanique pour te faire progresser. Mais pourquoi pas, en fait, sur ce truc de glu, au début, quand tu débloques le pouvoir, tu peux coller que 2 objets ensemble. T'as qu'un trait de glu. Et petit à petit, tu augmentes. Oui. Puis peut-être à la fin du jeu, tu peux coller 15 trucs ensemble, j'en sais rien, tu vois. Mais est-ce que ça va pas être se dire là où c'est ultra progressif, donc petit à petit, tu apprends à faire des constructions de plus en plus ambitieuses, tu vois. J'en sais rien, mais ça peut être une possibilité, quoi. Avec ta main maudite en plus. Donc peut-être que ça ne marchera pas tous les coups. Et oui, méfiez-vous. Parce que tu as aussi, on parlait de ces pouvoirs-là d'association d'objets, mais tu as aussi en nouveau pouvoir le fait de traverser les murs aussi. De traverser certaines parois. C'est vrai. En hauteur. En hauteur. Tu peux que la hauteur, ils ont dit. Ah ouais, que la hauteur, oui. Mais c'est pareil. C'est pareil. Tu peux accéder à des mondes cachés, peut-être que. Exactement. Là, il y a des grottes secrètes, des parois inaccessibles, etc. Donc, je suis quand même impatient de voir. Est-ce que ça casse pas trop le jeu? Parce qu'un des plaisirs, tu vois, un des délires de Breath of the Wild, je sais pas si tu te rappelles, tout en bas à droite de la map, il y a une île où quand tu arrives dessus, en fait, tu perds toutes tes armes et toutes tes armures. C'est trop bien, et tes retours à la nature. Et j'ai trop kiffé. Parce que là, je trouvais que ça avait un côté ultra survie.
Et je me suis rendu compte vraiment vers la fin, moi. Ah ouais. Ouais. Moi, c'était vers le milieu à peu près, je pense. Mais je me rappelle, en fait, ça m'avait trop fait kiffer parce qu'un des plaisirs que j'ai eu moi dans Breath of the Wild, en fait, finalement, c'est le début du jeu. Quand tu te bats avec ton bâton, quand tu dois vraiment faire attention à tout, bah, j'avais vraiment kiffé. Bah, ça fait et c'est vrai que finalement, sur la fin, ouais, bah, c'est ça. Mais sur la fin, une fois que t'es bien stuffé, que t'as une bête d'endurance et tout, finalement, t'es moins dans la prudence. T'es vraiment dans le côté, ouais, je vais taper, je m'en fous, quoi. Et là, de retourner sur cette île, bah, je t'avoue que ça m'avait un peu fait kiffer, quoi. Ah, j'avais surkiffé cette île. En plus, tu y vas avec ton petit bateau. Tu t'es dit, tu vas explorer le monde. Et on te tend ce piège. Ah, là, sur le coup, t'es choqué, quoi. Parce que C'est clair. je me suis demandé, moi, sur le coup, la première fois que ça t'arrive, t'as quand même un gros stuff. Tu te dis, non, mais il s'est passé quoi là? T'explores, t'as tout perdu. Et non, l'idée, elle Et était du coup, brillante. bah, tu vois, ce plaisir de lutter, c'est bah, justement, on t'impose des contraintes. Et moi, je prends du plaisir dans ces contraintes parce que ça donne un côté un peu plus survie, quoi. Et je me dis justement, ce pouvoir, je suis impatient de voir comment il est implémenté ou quoi, mais j'aimerais pas que ça soit trop cheaté non plus. Genre, là, tu vois que tu te fais déborder par les ennemis, hop, tu sautes et tu te téléportes en haut de la montagne, comme ça, tu sais, est-ce qu'il y a un nombre d'utilisations dosé ou quoi, je sais pas. Peut-être, hein. Je suis assez curieux de voir Peut-être comment qu'il y ils aura ont une joué jauge le truc. d'endurance Parce que... sur ça. Une Ouais, jauge de je sais pas magie du plutôt. tout. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Donc, mais bon, impatient de connaître tout ça. Bah ouais, mais ouais. Un des trucs aussi qu'on a vu dans les bandes annonces, c'est que je suis vraiment impatient parce que c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu dans Breath of the Wild. C'est ce côté en fait, parce que je sais pas si t'es au courant, ouais, toute la licence Zelda, en fait, il y a une sorte de timeline. Tous les jeux en fait sont sur une timeline qui est plus ou moins officielle. Disons qu'en fait, à la base, les jeux, ils n'étaient pas pensés pour faire une timeline. C'était juste, c'est la légende de Zelda. Sauf que bah, c'est comme toutes les légendes, en fait, à travers le temps, elle est racontée par d'autres personnes, et du coup, c'est pour ça que ça diffère à chaque fois, tu vois. Et L'idée très cool c'est d'ailleurs. pour ça que les jeux... Je trouve que Ouais, c'est ça. très sympa. C'est en fait, voilà, ça te permet de faire des jeux à chaque fois qui se renouvellent, qui sont des styles différents et tout. C'est toujours la même histoire, mais racontée différemment. Je trouve ça très cool. Ouais. Sauf que, bah, du coup, à force de faire des jeux, il y en a qui ont remarqué, mais en fait, ouais, mais ça pourrait coller en disant que je crois que tu as Skyward Sword en premier qui te raconte vraiment les prémices, comment le mal a été créé. Tout. Enfin, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne vais pas trop parler dessus, mais en gros, apparemment, c'est vraiment les bases de Zelda. Okay. Après, tu as Ocarina of Time, et à partir d'Ocarina of Time, à la fin, quand il se bat contre Ganondorf, et ben, le temps se divise en 3. Et en gros, il y a le moment où tu gagnes, je crois, avec Link enfant, le moment où tu gagnes avec Link adulte, et le moment où tu perds avec Link. Et du coup, ça crée 3 timelines, et ça crée des jeux différents. Ok. Je vous inviterai à aller regarder cette frise chronologique, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Et sauf que Breath of the Wild, personne ne sait trop comment le placer, parce qu'en fait Breath of the Wild reprend des éléments de plusieurs timelines en fait. T'as genre les auras de la timeline de la défaite de Link, mais les piafs, eux, c'est ceux de la victoire de Link enfant. Toi, je dis ça au pif, mais tu vois, c'est un peu le délire. Okay. C'est un mélange de tout. Et en fait, j'ai l'impression que ils vont vraiment jouer là-dessus, c'est que en fait... ce nouveau Zelda, en gros, c'est la légende au global, en fait, j'ai envie de dire. Et il y a pas mal de détails qui lancent ça. C'est sur les créatures qu'on peut apercevoir dans Tears of the Kingdom, dans les bandes annonces, ouais. C'est par exemple un moment, alors c'est une anecdote, je sais même pas si elle est vraie, je l'ai entendue dans une émission que j'ai écoutée il y a quelques jours. Okay. A priori c'est vrai parce que c'est des mecs qui s'y connaissaient beaucoup plus que moi sur Zelda, mais c'est vrai que j'ai pas été vérifié. Mais je la dis quand même parce que je la trouve exceptionnellement cool. C'est qu'à un moment on voit un dragon à 3 têtes. Je sais pas si t'as capté dans le. Un moment on voit que Link. Sur la pub américaine. Non, dans la bande-annonce, il y est. Je sais plus s'il est dans la pub américaine, j'en sais rien. Okay. En gros, tu vois ce dragon à 3 têtes. Ouais. Et ben en fait, on voit son nom. Et le nom de ce dragon à 3 têtes, c'est le même que le premier boss dans le tout premier Zelda. C'était un dragon aussi, et c'est le même nom. Et du coup, c'est là, en gros, Tears of the Kingdom, j'ai l'impression qu'ils vont appuyer encore plus sur le lore de Zelda. Et en gros, ça sera une sorte de version, pas officielle, mais qui va regrouper toutes les légendes qui sont nées dans tous les jeux. Ils vont appuyer encore plus et ils vont faire sortir où tu vas vraiment affronter des boss qui sont présents dans les autres jeux, en fait. Et ça peut être ouf. Déjà, on voit que Ganondorf est de retour. Donc moi, je suis impatient de le découvrir parce que finalement, je l'ai entreaperçu au début d'Ocarina of Time. Mais
pas assez pour le découvrir réellement. Je sais qu'il est dans Wind Waker, Ganondorf. Ouais. Je sais plus dans quel autre jeu, peut-être Twilight Princess, je sais pas. Il est dans Super Smash Bros Melee, je crois. Oui, mais à chaque fois. Ah mais je l'aimais bien. Le mec qui comprend pas, tu sais. Ah oui, c'est clair. Et du coup, en fait, je suis vraiment impatient de le découvrir parce que Ganondorf, de toute façon, c'est un peu comme Dark Vador, tu vois, c'est une sorte de méchant. Même si tu as joué à aucun Zelda, je sais pas, Ganondorf, tu as déjà entendu parler, même visuellement, tu arrives à le situer, je trouve. Donc moi, je suis trop impatient. Là, je vais le découvrir réellement dans ce jeu. Et quand je vois la hype que ça fait monter chez les fans de Zelda, parce que c'est leur méchant emblématique, je suis trop pressé de le découvrir. Ça va oui, parce que dans Breath of the Wild, le méchant qu'on voyait, c'était pas une aura. C'est Ganon. Ah, ouais, c'est ça. En gros, c'est la manifestation de la rage de Ganondorf, en fait. Ah oui, c'était ça. C'est Ganon, Ganon la bête, je sais plus comment il l'appelle. En gros, c'est sa rage sous forme. En gros, j'ai pas regardé trop les histoires de Ganondorf et tout, mais en gros, il y a un délire comme ça où en gros, c'est un mec qui a été maudit par le mal. En fait, il y a le mal qui a créé une malédiction, on va dire, et c'est un mec pas lambda, mais en gros, c'est un mec qui a été comme possédé, et qui est devenu le mal humain, tu vois. En gros. Ok. Et en gros, c'est deux entités différentes, en fait, quoi. Donc, après, ça peut être sympa d'ailleurs qu'on en prenne. Parce que dans Breath of the Wild, tu avais quand même pas mal de petits textes, parfois que tu pouvais trouver, et ça te permettait d'approfondir soit la culture de certains villages, ou soit de certains personnages. Et ça serait cool d'avoir ça pour Ganondorf. Parce que, du coup, moi je le connais pas du tout non plus. Ah bah là, de toute façon. Mais d'avoir des détails sur lui ou sur son histoire, même en cinématique, ça peut être très cool. Ouais. Et savoir d'ailleurs putain. ses ambitions, pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il y aura un vrai. Pas un truc trop classique, bah c'est un méchant qui veut contrôler le monde. Ok, mais ça se peut que ça soit ça. Hein. On reste dans du Zelda. Hein. Ça se peut que c'est juste le mal incarné. Bah après, moi je trouve que ça soit ça, mais ça dépend comment c'est tourné après. C'est toujours la même chose. Oui, c'est ça. Parce que même Breath of the Wild, il y avait quand même un petit côté, je trouve, au niveau de la narration, écologique, plutôt intéressant, ou écologique et technologique, je trouve. Ou à la base. Il mélangeait les deux, c'est vrai. Ouais. Exact. Parce que souvent, c'est vrai que dans les fables. Ouais. Dans les fables écologiques, etc., c'est le retour à la nature, c'est le retour à tout ça. Ouais. Et là, tu voyais que les Sheikah, eux, étaient ultra technologiques. Et c'est ça que je trouvais intéressant de voir que tu pouvais mélanger les deux. Ça, c'est vrai que c'était cool. Et je trouve qu'en plus, encore une fois, c'est pour ça que dire que Breath of the Wild, la narration, elle n'est pas folle, je dirais que c'est faux parce que je pense que même Horizon s'est inspiré de Zelda. Parce que je trouve qu'il y a des grosses ressemblances dans le sens où dans Breath of the Wild, les robots qu'ils ont créés, alors c'est pas des robots, mais les antiques, là, les machines antiques qu'ils ont créées, c'était pour défendre Hyrule. Et en fait, ces machines qui étaient contre eux. Voilà, exactement. Donc ils ont créé quelque chose en fait qui se sont retournés contre eux, comme dans Horizon avec les robots un petit peu de la même manière. Après, Horizon est sorti une semaine avant Zelda Breath of the Wild. Ouais, ils l'ont volé. Il n'y a pas eu d'inspiration. Ils l'ont volé. D'ailleurs, ils ont tellement pas de chance, Horizon. Ils sortent leur jeu, leur premier jeu, et t'as Zelda Breath of the Wild qui sort une semaine plus tard. Ils sortent Horizon 2, et 15 jours plus tard, il y a Elden Ring qui sort. C'est qu'à chaque fois... Ouais, putain, c'est lourd, quoi. Mais bon, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Ah oui, c'est la vie. Mais c'est vrai que Breath of the Wild était quand même... ça va, moi j'ai trouvé que l'histoire était pas mal. Elle m'avait un petit peu touché avec les personnages et tout. Carrément. Évidemment, carrément. C'était la première fois qu'il y avait des doublages d'ailleurs pour les personnages. Ça, c'était très cool aussi, ouais. Link continue d'être muet, mais on entend la voix de Zelda qui est interprétée par Lin Chetai. Ouais, encore elle. J'ai l'impression qu'on parle d'elle dans tous les podcasts. Oui, c'est vrai. On l'a fait dans The Last of Us là. Et du coup, après ça donne vie au truc, les cinématiques et tout. Il y a une cinématique d'ailleurs avec Zelda qui pleure et tout, qui est ultra touchante. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens de cette cinématique là. Oui. Et non. D'ailleurs, même les musiques, hein. C'est qu'on n'a pas évoqué les musiques, mais les musiques, même pour la bande-annonce là, qu'ils ont faite pour Tears of the Kingdom, c'est splendide. Je trouve que la musique, elle m'a foutu des frissons. Ah oui. Elle m'a foutu des frissons de fou. Hein. Ça reprend le thème de culte de Zelda, mais tellement remixé, puis avec 2 nouveaux accords, etc. Oh, putain, c'est excellent.
Mais après Breath of the Wild, j'avais vu, je me rappelle, moi ça remonte maintenant, mais j'avais vu toute une vidéo qui étudiait la musicalité de Breath of the Wild, où il y a beaucoup moins, encore une fois, ça fait partie des critiques des fans de Zelda qui étaient venus sur ce jeu, c'est qu'il y a moins de thèmes iconiques, parce que dans les autres Zelda, dès que tu rentres dans un village, le village a sa musique emblématique, etc. Là, c'était pas trop le cas. Ok. Il y avait moins de musique, voilà, sauf que j'avais vu... oui, peut-être, j'en sais rien. Mais là, ce que j'avais vu, c'était qu'il y avait un travail de fou sur la musique de Breath of the Wild. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des musiques, je sais pas comment dire, mais qui accompagnent les bruits de la nature. C'est ultra complexe. Justement, alors c'est dommage, tu vois, je viens d'y repenser à cette vidéo. Peut-être que je la mettrai en description. Donc, quand vous nous écoutez, regardez dans la description. Je vais essayer de la retrouver. Je la mettrai dans la description. Qui était passionnante. Donc, c'était un musicien en fait qui étudiait la musique de Breath of the Wild et il disait que c'était un délire parce que c'est que des petites touches, des petits trucs de piano sur 2-3 notes, mais qui étaient là, qui allaient avec le vent, qui allaient. Il disait en plus c'est dans un jeu vidéo, donc c'est mis pas aléatoirement, mais c'est mis suivant certains contextes, certaines ambiances météorologiques. C'est que des petites notes qui se mêlent au bruit de la nature et qui participent au sound design global. Et il disait, en fait, c'est des thèmes. Il fait, voilà, je vous fais écouter ça. Puis il fait le son. Et puis ce son, c'est 3 notes. Et tu fais, putain, mais oui, je la connais, ces 3 notes. Et il dit, oui, c'est un bruit d'ambiance de Breath of the Wild c'est pas un air qui va vous rester en tête, que tu vas chantonner. Il y a que 3 notes. Mais il fait, je te fais écouter ces 3 notes, tu fais, c'est Breath of the Wild. tu reconnais, en fait. Tu sais. Et c'est trop passionnant parce qu'il disait, il faisait tout un truc après sur les. Justement, il y a des gens qui deviennent riches parce qu'ils arrivent à te faire 3 notes qui deviennent cultes. C'est genre tin tin tin. Voilà, c'est le truc de la SNCF, mais voilà, c'est celui qui a inventé ça, il est riche le gars, tu vois. C'est trop con, mais ça paraît simple, c'est des petites notes de merde, mais ils disent des fois c'est les trucs les plus durs à trouver parce que t'enchaînes des notes, c'est fade. En 3 notes, tout est fade et réussir à donc c'est pas que des notes, c'est un travail sur le. Je suis pas un pro de la musique, tu vois, mais c'est un travail sur les tons aussi. Bref, la vidéo était passionnante là-dessus, et puis c'est pour montrer aussi que moi je trouve s'il y avait des musiques, est-ce que tu écouteras les musiques des anciens Zelda, alors oui, il y a des thèmes très cool, mais putain, c'est ultra chargé, toi. C'est vraiment de la grosse musique. Dès que tu rentres dans un village, t'as une putain de grosse musique qui se lance. Là, je trouve que ça participe justement au côté, t'es proche de la nature et du coup, t'as une musique qui est là pour accompagner la nature, qui est pas là pour la cacher, et puis t'as une ambiance musicale, tu vois. Et c'est un choix. Ça représente un petit peu tout Breath of the Wild, hein, le côté très calme. Où effectivement, tu peux pas le retenir, ça fait très musique d'ambiance. C'est vrai que oui. Le sound design. T'as pas de. Oui. Tu sens. Ouais. Il est excellent. Et c'est vrai que t'as pas de musique que tu vas retenir après coup. Peut-être que pour Tears of the Kingdom... T'en as quelques-unes quand même. T'en as quelques-unes. Après, bon, de toute façon, moi, justement, en plus, c'est ce qui m'a fait kiffer, c'est quand t'arrives dans le château d'Hyrule, là, il y a le thème de Zelda qui se lance en version un peu épique. Et du coup, t'es en train de monter le château, et puis t'as la musique qui se lance, il y a ça aussi qui joue. C'est vrai. Mais après, je sais qu'il y a quand même des musiques aussi. Je sais que dans le village Piaf, justement, c'est un des villages où il y a une musique assez présente. Pareil, je me rappelle de Elimite, il y a une sorte de musique un peu... Oui. Tu sais, quand tu vas dans le laboratoire, je sais pas quoi, il y a une sorte de musique un peu mécanique. Il y a quand même des thèmes, tu vois, par-ci par-là. Mais voilà, je trouve que c'est dur de l'attaquer sur ce point-là parce que c'est vraiment un choix artistique. Et je trouve que le choix artistique, en fait, a tellement de puissance que tu peux pas reprocher, en fait, de ne pas avoir de musique alors que ça tuerait totalement l'esprit du jeu en lui-même. C'est complètement con, quoi. Quand tu te renseignes un minimum, là, c'est vrai que tu vois la profondeur artistique, je trouve. Si un musicien a parlé de ça, c'est qu'il y a eu un travail derrière qui semble logique pour le jeu. Mais moi, de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Moi, j'adore écouter des gens passionnés ou alors des professionnels dans tel ou tel domaine qui vont t'expliquer des choses que toi, en tant que simple consommateur, amateur, tu peux pas maîtriser tous les sujets. Tu ne les verras pas. Moi, j'adore. C'est pour ça même qu'on fait notre podcast, parce que comme ça, je me rends compte ce que c'est le travail derrière un podcast, tu vois. Et du coup, j'apprécie encore plus quand j'écoute d'autres podcasts, parce que je sais le taf qu'il y a derrière.
Et alors que bon, ça reste minime. Mais du coup, moi j'ai déjà fait de la musique, j'ai déjà fait même des petits courts-métrages comme ça et tout, parce que j'adore, même si j'en fais pas une carrière ou je sais pas quoi, j'adore découvrir tous ces métiers, toutes ces choses, pour me rendre compte du taf qu'il y a derrière. Parce que quand on est consommateur, je trouve on a un peu tendance à être ingrat et tu sais à bouffer du contenu, on se rend même plus compte du taf qu'il y a derrière. Et je trouve ça tellement passionnant en fait. Et au contraire, du coup, tu te rends compte à quel point il y a des gens qui sont doués dans leur domaine et tu deviens encore plus admiratif en fait quand il y a quelque chose qui te touche, tu es encore plus admiratif, je trouve. Ouais, parce que tu te rends compte de la complexité qu'il y a derrière. Clairement, du travail qu'il y a derrière. Donc, ah, c'est beau. C'est beau. C'est Breath of the Wild, c'est ça. Donc bon, vivement ce 12 mai. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, soit sur Breath of the Wild, soit sur Tears of the Kingdom? Vas-y. Alors, pas sur Tears of the Kingdom, parce que de mon point de vue, je pense qu'on a fait un petit tour très intéressant d'ailleurs. Mais sur Breath of the Wild... J'aurais un petit truc à rajouter sur Tears of the Kingdom. Okay. Vas-y. Pour Breath of the Wild, tu parlais du son d'ambiance et tout. Et justement, ça me fait penser à un truc. Je disais que j'ai très peu fait de portable avec Breath of the Wild, mais je l'ai fait une fois. Et je l'ai fait une fois en Breath of the Wild total. En montagne, en bivouac. Et j'avoue que là, l'ambiance, elle était assez folle parce que tu relèves la tête en pleine montagne, seul, au monde, t'as l'impression d'être dans le jeu. Là, ça a un côté 4D, même le bruit du vent et tout. C'était vraiment agréable. Et là, seule la Switch peut te permettre de faire ça. Parce que j'ai pas emmené la PS4, par exemple. Bon, déjà, il n'y a pas Zelda dessus, mais ça va être compliqué, tu vois. Et du coup, ça, c'était assez magique. Voilà. Merci Nintendo. Je veux dire ça pour finir. Non, mais c'est vrai, moi je trouve que c'est vraiment un jeu même qui m'a. Mais c'était le cas aussi, tu vois, pour Elden Ring. Moi, je sais qu'il y a beaucoup ce cliché que les jeux vidéo, en fait, t'enferment devant ton écran, etc. Bah, je me rends compte que moi, il y a pas mal de jeux vidéo qui m'ont créé des passions. Et je sais que, par exemple, tu vois, Elden Ring, je sais pas si tu t'en rappelles, au moment où je jouais Elden Ring, je me suis mis à être fasciné par les châteaux, mais dans la vraie vie, du coup. Les châteaux forts, etc. Ça t'a poussé à... Les églises, les vieilles bâtisses, etc. J'ai eu ce moment où vraiment j'étais fasciné par ça. Je voyais un côté mystique dans tout ce qu'il y avait, toutes les églises, les chapelles. J'avais même fait, tu sais, avec l'appli de Didi Chandouidoui, j'avais fait tout un petit road trip où je visitais des lieux un peu qui avaient des histoires un peu particulières. Et du coup, Zelda, c'est le cas aussi. C'est que Zelda m'a donné un amour, je pense, des beaux décors, un amour d'apprécier une fois que tu es en nature, de vouloir te perdre quand on fait en road trip, mais aussi en randonnée, en fait, d'avoir ce plaisir d'observer la nature, d'observer des beaux décors. Je dirais que Zelda m'a changé ça. Ouais, en plus le côté déjà folklore un peu derrière la nature, le côté... encore une fois, Shintoï, ça va la princesse Mononoke, même pour des enfants, j'ai envie de dire, ça peut te faire, ça te donne de la magie à la nature. Donc c'est tout l'intérêt de Princesse Mononoke. Dans l'âme, je trouve que c'est dans l'âme du créateur de Zelda. C'est exactement ce qu'il veut, tu vois. Ouais, totalement. Ça titille ton imagination et puis dans la réalité, après tu te crées toi-même tes. Alors moi, je me crée pas des aventures comme quand j'étais gamin. Tu sais, je pars pas avec mon bâton en me disant que c'est une épée et puis je vais taper des monstres dans la forêt. Mais j'avoue que ça tu as fait dernièrement. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'avoue que ça me. Si, ça travaille ton émerveillement face aux choses et tu retrouves un peu de ton âme d'enfant. D'ailleurs, et ça, travailler l'émerveillement, c'est. Je trouve que c'est important. Des fois, en fait, quand tu vas en forêt, tu peux être émerveillé pour rien. Hein. Mais des fois, il y a des trucs qui sont beaux. Un arbre qui a une forme particulière ou même des insectes que tu n'aurais pas pris le temps de regarder. Des fois, il y a des trucs qui sont impressionnants. Donc, voilà, faut être, Et d'ailleurs, en plus, comme ce jeu a créé cet amour des balades et de partir à l'aventure dans la vraie vie, à la base, l'émission que vous avez écoutée il y a 15 jours sur Mario, donc, qu'on avait tourné dans un refuge en pleine nature, en pleine montagne. Hein. C'était pour à la base, en fait, Mario, on devait l'enregistrer 1 ou 2 jours plus tôt, en sortant du cinéma. Sauf qu'on était crevés, ou je sais plus quoi, on avait prévu une autre soirée, je me rappelle même plus pourquoi on l'a pas fait. Je sais plus. Et du coup,
Si on avait fait une soirée Mario Kart avec ton père, c'est pour ça, je crois Ah bah qu'on oui. n'avait pas eu le temps. Ah bah oui, c'était ça. Alors, on était dans le mood Mario au total. Oui, c'est vrai. Et du coup, pareil, une fois qu'on était dans le refuge, on se voyait mal enregistrer 2 émissions à la suite, parce que c'est plus du tout le même mood. Tu sais, on te rappelle, au tout début du podcast, on en avait fait ça. On avait enregistré 2 émissions de suite. Et la deuxième émission, t'es plus du tout dans le délire. Ouais, je crois qu'on l'avait fait qu'une seule fois, ouais. Ouais. On s'est rendu compte que c'était trop chaud. Et du coup, comme Mario, c'était dans l'actu, on vous a fait Mario. Mais à la base, c'était cette émission Zelda qui était programmée pour être faite en plein dans le refuge. C'est vrai que ça aurait collé parfaitement pour le coup, mais bon. C'est pour ça qu'il y a une photo sur... oui, c'est ça. Avec des petites pommes, 2 petites pommes et la montagne enneigée. Zelda. C'est ça. C'est clair. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous ont suivis dans cette émission Mario, on a bien dormi ensuite toute la nuit dans ce refuge. On a voulu mettre, il y avait une petite cheminée bricolée, on a mis de la fumée dans tout le refuge, donc on l'a vite éteint ce feu. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Ça sent encore. Ma doudoune, elle sent encore le fumée. Moi aussi. Quoi. C'est un délire. C'est horrible, quoi. Et du coup, on a passé la nuit en dessous. Il a pas fait si froid que ça. Moi, comme d'hab, j'ai pas beaucoup dormi. Toi, t'as dormi comme un pacha. C'était insupportable. Mais bon, voilà, on a passé une super nuit dans ce refuge. C'était une putain d'expérience. On vous invite à chaque fois à tenter des trucs comme ça. Ça vous crée des souvenirs à vie. Et puis, c'est des expériences qui vous changent de votre quotidien. Enfin, c'est clair. Ça vaut le coup, quoi. C'est clair. C'est beau. C'est nostalgique, cette fin d'émission. C'est ça. Nostalgique d'il y a 15 jours. C'est l'effet Zelda Breath of the Wild. C'est un autre effet. Et donc, pour conclure, moi, il y a 2 trucs que je voulais relever, qu'on n'a pas parlé dans le trailer de Tears of the Kingdom. C'est qu'il y a 2 personnages totalement inédits. Oui. Il y a un personnage qui fait un peu genre Triceratops avec des sortes de grosses oreilles. Un peu obscur, là, un peu noir, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, on sait même pas, parce que j'ai regardé des vidéos de fans, on sait même pas c'est quelle race, quel peuple. Donc, gros mystère autour de ça. Voilà. Et la deuxième, en fait, il y a une sorte de. Il y a un personnage féminin qui est habillé exactement comme Zelda, sauf que c'est pas la tête de Zelda, c'est une tête, on dirait, de Hylian, avec des longues oreilles, etc. Et beaucoup pensent peut-être à la déesse Hylia. Peut-être certains pensent à une fusion entre Zelda et Hylia. Bref, il y a pas mal de théories là-dessus. Ces 2 personnages là qui spawnent, qui n'étaient pas du tout dans Breath of the Wild et qui sont pas connus de la licence. Voilà, je trouve que pareil, le mystère Nintendo. Moi j'adore, on en parle souvent, c'est qu'on déteste les bandes annonces qui te spoilent tout le jeu ou tout le film ou toute la série, je ne sais quoi. C'est ça, tout à fait. Mais il y a certains, bon c'est de plus en plus quand même parce qu'ils savent que les bandes annonces sont, surtout les jeux attendus comme ça, c'est scruté, c'est détaillé. Ouais, maintenant ils font gaffe à ça, ouais. Mais j'adore, même c'est même pas qu'ils font gaffe, c'est qu'ils jouent avec les fans. Ah oui, voilà, oui, bien sûr. Et ça, moi, j'adore. Ils en donnent pas trop, ils jouent. Ouais. Ils font théoriser, mais c'est bien, ouais. Parce que d'ailleurs, oui, dans le trailer aussi, on voit un moment Link avec un wingsuit. Je sais pas si t'as vu, tu sais, il y a plein de rayons et t'as Link qui descend, une sorte de wingsuit. Donc, à voir. Est-ce qu'il va pas y avoir des modifs même pour la paravoile? Est-ce qu'on va rester sur cette paravoile basique qui est juste fantastique? Mais est-ce qu'il va pas y avoir des. Voilà. Soit la paravoile va être modifiable, soit on va avoir d'autres tenues qui vont nous permettre de planer. Ça aussi, pareil, on n'a pas du tout d'infos, alors que le mec, il arrête pas de plonger des îles sur le sol et tout. Donc, est-ce qu'on va pas avoir des nouvelles techniques pour mieux voler et tout? Moi, je suis tellement pressé. Parce que s'ils font la même recette que Breath of the Wild, on n'a rien vu. Tout ce qu'on avait vu avant la sortie de Breath of the Wild, c'était que le plateau du prélude. Vraiment. C'est pour ça que beaucoup avaient des doutes sur le jeu, parce qu'on disait ça paraît vite, ça paraît petit, Et du coup, quand le jeu est sorti, c'était la baffe pour tout le monde, parce que tout le monde a découvert le monde entier, et puis tout le bordel. Et là, moi, je me dis, ils savent que le jeu est attendu, qu'il va se vendre, n'en montrez pas trop, ça sert à rien. Et du coup, je suis tellement impatient de me dire que on est face potentiellement à un jeu encore plus grand que Breath of the Wild, et ça va être fou, quoi. Voilà, la hype est présente, voilà. Ouais, j'ai envie de jouer à Zelda, quoi. C'est hallucinant. Ah bah là, moi, dans 12 jours, de toute façon, c'est... En plus, je me retiens. Il y a Resident Evil 4 qui est sorti, il y a Octopath Traveler que je veux faire, il y a Jedi Survivor qui sort cette semaine, la semaine où on enregistre. Je ne vais pas acheter tous ces jeux parce que j'avais fait l'erreur à l'époque. J'avais acheté Horizon et une semaine après, j'avais Zelda. Et Horizon, du coup, je l'ai lâché totalement, tu vois. Et j'ai pas envie de gâcher un jeu pareil, donc je ne joue à rien.
avant Zelda. Je me réserve là pour Zelda, c'est mon futur jeu. Et... Bon, moi, de toute façon, c'est ma fille qui va acheter Zelda, donc voilà. Bon, moi, j'y jouerai ouais pas. J'y jouerai pas. Le mec va jouer non, sur tu portable. lui fais jouer à en Breath of cachette. the Wild, tu lui fais jouer à Breath of the Wild, et puis toi tu C'est joues à clair. Tears of the Kingdom. Et bah c'est beau en tout cas, c'est beau. C'est beau. Est-ce que C'est t'as autre beau. chose à rajouter du coup? Non. C'est tout. Ouais, je pense que attends, je vais relire mes notes quand même au cas où. Moi, j'ai Il y a un barré. petit oubli. Mais je crois que mais j'ai barré ma note au fur et à mesure, mais je crois qu'on a fait le tour, on a parlé de. Ouais, on est bien, hein. On est bien. Je pense qu'on Ouais. a fait le tour. Bah voilà, bah bravo Wivu. Bravo. Bravo. Wivu. Bravo. Donc juste un petit truc qui peut être assez drôle. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose avec notre introduction du jour? Ah. Si quelqu'un remarque quelque chose, laissez un commentaire et il y aura une Ça va être petite dur. surprise à la clé. Voilà. Ouais, on dit rien. Ça va être dur. On en parlera plus tard de tout ça. Je sais pas quand on en parlera, mais ça peut venir dans pas mal de temps quand même quand on va en parler. Pour Ouais. une occasion particulière que j'ai déjà en tête. Bref. Ah faut, oui. faut teaser, faut créer du mystère. Faut toi, créer- créer Au du pire, oui, il mystère. faut pas le dire et. Mais il se Faut prépare quelque chose. Voilà, je vous le Il se dis juste, prépare il quelque se chose. prépare quelque chose. Il y a un événement que beaucoup déjà attendent, et ben là, vous avez de nouvelles raisons d'attendre. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, lâchez des 5 étoiles, lâchez des pouces bleus, peu importe où vous êtes, où vous nous Des dons. écoutez. Des Ça dons nous à gogo. soutient. Voilà, on a une petite cagnotte si vous voulez faire un petit don qui nous sert du coup cette semaine, parce que ça m'a permis d'acheter un câble pour mon PC pour qu'on puisse uploader nos épisodes un peu plus rapidement, parce que c'était toi qui le faisais avec ta connexion de Cambrousse, ça prenait 3 plombes. Et donc là, c'est moi qui vais pouvoir les upload, donc on aura un peu moins de travail aussi, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, Et bah, tout merci simplement. à vous, parce que c'était grâce à vos dons que j'aurais pu me le payer, mais du coup je trouvais que c'était cool du coup de, Bah oui, de carrément, servir c'est de le vos but, dons hein. pour C'est ça, payer ouais, voilà. un truc qui nous sert pour notre podcast, quoi, voilà. Donc on vous Voilà. remercie. Enfin, Bah, on vous carrément. remercie pour vos commentaires, pour tout. Donc C'est ça. c'est toujours. Donc, j'espère que l'émission agréable. vous a plu. Il Oui, y aura ça une leur a plu. émission, Ça je leur n'en a plu. doute pas, sur Tears of the Kingdom, mais je peux pas vous dire quand. Ça, Oula. ce sera la grande surprise. Ne vous attendez pas à une émission Tears of the Kingdom dans les 15 jours après sa sortie, hein, ça à mon avis. Oh, c'est je mort. pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Mais je suis sûr que ça arrivera. Donc on verra bien. C'est beau. Allez, sur ce, bonne soirée. Allez, salut! Ciao.